Non, mais c'est une femme qui parle, c'est toujours un petit peu difficile de l'écouter. Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Elle n'incarne pas le pouvoir, c'est comme ça. C'est intéressant une majorité d'hommes, ceci dit, pour parler de la ségrégation femmes-hommes. On a des grandes économistes, on a des grandes scientifiques. Pourquoi on ne les voit pas plus sur les plateaux télé? Vous ne me dites pas sur quoi je parle. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la toute première émission de débat d'Acropolis. Écoutez les filles, tous les mois, pendant 1h30, avec Paloma Moritz et Mukashiaka Sanglimana, on proposera des analyses et des décryptages de l'actualité. Ici, et c'est ce qui fera notre originalité, il n'y aura que des femmes pour inviter. Écoutez les filles a pour vocation de donner la parole aux femmes sur tous les sujets. Donc la mission, entendre les femmes raconter le monde. Alors, en début d'émission, je remettrai les choses en perspective avec une seule invitée. Et en second temps, place au débat avec Mukashiaka et Paloma qui me rejoindront tout à l'heure pour la seconde partie. Voilà, donc on leur dit au revoir maintenant. Salut, parce que je les vire. Voilà. Donc, juste avant de commencer l'émission, un petit récapitulatif de pourquoi on fait l'émission et sur quel thème surtout. Donc ce soir, on parlera des violences sexuelles faites aux femmes et surtout que fait la justice. Avant de lancer donc le débat, comme je vous ai dit, un petit récap. Tout commence le 5 octobre dernier aux États-Unis, jour où le célèbre producteur américain Harvey Weinstein est accusé de viol par l'actrice Rose McGowan dans les colonnes du journal New York Times. Tel un ouragan, l'affaire Weinstein secoue le monde d'Hollywood et d'autres actrices accusent l'homme d'agression et de harcèlement sexuel. Les rafales provoquées par ce scandale touchent la France 2 semaines plus tard. Après l'appel d'une journaliste sur les réseaux sociaux à balancer son Harvey Weinstein, des milliers de femmes dénoncent les violences sexuelles suivies au quotidien sous les hashtags Balance ton porc et #MeToo. Alors, il faut le dire tout de suite, l'onde de choc est inédite et surtout inattendue. Le 19 octobre, plus de 335 000 messages sont publiés sur Twitter et Facebook. Le 29 octobre, soit 10 jours plus tard, un rassemblement de victimes de violences sexuelles est organisé à Paris et dans d'autres villes de France, telles Toulouse ou encore Lille. Le 5 novembre, une pétition pour un plan d'urgence contre les violences sexuelles est lancée sur change.org. Hier encore, on apprenait que ce déferlement de témoignages avait provoqué une augmentation des dépôts de plaintes de 30% en zone de gendarmerie. Et dans une semaine, le 25 novembre, on aura le président de la République lui-même qui s'exprimera sur ce sujet. Mais en dessous des chiffres et de la politique, que se passe-t-il vraiment du côté de la justice? Quand et comment le pouvoir judiciaire s'est-il emparé de ces questions? Quelles sont les lois aujourd'hui existantes protégeant les victimes de violences sexuelles? Faut-il en créer d'autres? Et comment les améliorer pour que, demain, les femmes n'attendent pas d'autres affaires Weinstein pour porter plainte et témoigner de leur agression? Pour répondre à ces questions, nous accueillons tout d'abord Isabelle Steyer, avocate au barreau de Paris depuis 20 ans. Bonsoir Isabelle Steyer, elle arrive, elle est en train de rentrer sur le plateau. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, je vous présente un petit peu avant de lancer les questions. Alors, vous êtes avocate, comme je viens de le dire, au barreau de Paris depuis 20 ans. Vous êtes surtout, et c'est pour ça que vous êtes 25, excusez-moi, vous faites bien de me corriger. Vous êtes surtout là parce que vous êtes spécialisée dans le droit des victimes majeures et mineures et vous suivez de très près l'évolution de la justice sur la question des violences faites aux femmes et avez même participé à l'élaboration des lois protégeant les victimes. Alors, je vais d'abord vous poser une question très simple pour que tout le monde comprenne bien. D'un point de vue juridique, qu'est-ce que signifie réellement violence sexuelle? Qu'est-ce que regroupe ce terme exactement? Qu'est-ce qu'on entend quand on dit violence sexuelle? Alors, pour moi, il y a deux choses. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le viol, qui est donc un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, menace, contrainte ou surprise. Donc, le viol est un crime et puni de 20 ans de réclusion criminelle. Donc, c'est une peine de nature criminelle. Mmh. Après, à côté de ça, on a tout ce qui n'est pas, et donc ça c'est un résiduel de violence sexuelle, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la pénétration sexuelle, on y reviendra je pense dans le débat, toutes les violences sexuelles sans pénétration. Et après on a le harcèlement sexuel au travail qui est constitutif de comportements qui mettent en péril l'honneur et la dignité de la victime. Je vais définir comme ça de façon un peu générale. Donc ce sont ces trois grands crimes et délits qui forment les violences sexuelles.
Très bien. C'était important de juste reposer sûr, bien sûr. les bases. Donc maintenant, prenons alors un point de vue historique sur l'évolution de la loi traitant les violences sexuelles faites aux femmes. J'ai envie de remonter le temps avec Oui. vous, Isabelle Steyer, puisque j'ai lu un avis datant du 5 octobre 2016 du Haut Conseil à l'égalité, qui dit que dans les années 80, en fait, la justice se dote d'un arsenal législatif mais vraiment important pour lutter spécifiquement contre les agressions sexuelles et viols. Et j'ai Oui. envie de vous demander, qu'en était-il avant Est-ce qu'il y a eu des avancées majeures sur certaines périodes, et si oui, lesquelles? Alors en fait, on a une loi qui est très symbolique, c'est la loi du 23 décembre 1980, qui vient définir le viol. Donc je vais être un petit peu technique. C'est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, c'est-à-dire que les pénétrations vaginales, anales et buccales sont des viols. Et avant, ce n'était pas le cas. Et avant, ce n'était que la pénétration du sexe de l'homme dans le sexe de la femme. Donc on voit déjà quelles étaient les représentations sexuelles de ce qui était un viol, de ce qui ne l'était pas. Et donc les trois autres formes de pénétration étaient des agressions sexuelles. Donc ce qui aujourd'hui constitue des viols ne constituait pas des viols. Avant le 23 décembre 1980, on était dans une définition extrêmement restrictive. Et bien justement, voilà. Comment on en est arrivé à ce changement de définition, si j'ose dire, enfin, ou de, comment on pourrait définition du viol, puisqu'on peut rappeler l'histoire du procès du viol, où deux jeunes Belges se sont fait violer à Marseille, et donc il y a eu le procès en 1974 à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est ça. Voilà. Donc c'était intéressant parce que si vous pouvez juste nous rappeler un petit peu on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il s'agissait de deux jeunes femmes majeures homosexuelles qui avaient campé dans une calanque de Marseille. Ça, c'était en 1974. Et c'était en 1974. Et donc, elles ont été la nuit violées. Alors, voilà, violées entre guillemets, puisque la définition en 1974 n'était pas la définition de 1980. Et elles ont été violées, telles qu'on l'entend aujourd'hui, par plusieurs hommes. Donc, c'était même un viol en réunion. Donc, elles ont déposé plainte. Et là, évidemment, elles se retrouvent face à ce parcours du combattant que les victimes aussi vivent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont été entendues de façon très culpabilisante. Elles ont été examinées par des médecins qui étaient accompagnés d'une cohorte de stagiaires qui sont venus les examiner en leur faisant des remarques, donc en étant extrêmement attentatoires à la dignité. Et ensuite, elles ont vu, donc dès que le juge d'instruction a été saisi, d'ailleurs il n'a pas été saisi, le tribunal correctionnel a été saisi uniquement de violence. Oui, voilà, et donc, ça. Voilà. Le viol n'a pas été retenu. Le viol n'a pas été retenu. Que violence aggravée, voilà, il me semble. Voilà. Et donc, tout le caractère sexuel de cette agression avait été occulté. Donc, le tribunal correctionnel est compétent pour violence aggravée. Et que fait Gisèle Halimi? Eh bien, elle soulève l'incompétence du tribunal correctionnel en disant Gisèle Halimi, qui est l'avocate, qui était devenue l'avocate, des deux jeunes femmes, et elle a soulevé l'incompétence du tribunal de façon à ce que le caractère sexuel de l'acte soit reconnu et que cette affaire-là soit jugée devant une cour d'assises à Aix-en-Provence. Alors, ça fait énormément de bruit parce que Gisèle Halimi, alors d'abord, elle a voulu faire citer des témoins pour venir en faire un dossier politique. Elle voulait médiatiser aussi. Voilà, elle voulait médiatiser. Et on était dans une définition du viol qui était donc restrictive. C'était l'acte de pénétration du sexe de l'homme dans le sexe de la femme. Et donc, elle voulait que l'on parle notamment de cette définition. Et elle avait fait citer énormément de personnes qui n'ont pas été entendues. Le président n'a jamais voulu entendre les témoins de la victime, donc ce qui est assez étonnant. Donc c'est une censure très singulière, comme par hasard, une censure des personnes qui pouvaient aider aussi à la formation du jugement du côté de la victime. Et donc, elles ont beaucoup bataillé pour faire reconnaître le viol. Alors, elles ont été évidemment beaucoup critiquées parce que c'était deux femmes seules, d'imaginer, qui campaient la nuit dans une calanque toute seule. Donc toutes les représentations sur le viol ont été abordées.
Oui, il y avait beaucoup d'hommes qui venaient devant Voilà, le et donc tribunal. en défense, il y avait donc Gilbert Collard, Oui. qui lui aussi avait ses témoins, et c'était pour les gens du coin les mauvaises filles, hein, c'est elles les mauvaises filles. Donc on était dans ces inversions de culpabilité assez classiques, mais bon, qui étaient là. Et il a fallu batailler pour faire reconnaître le viol, alors même que ces faits-là avaient été commis avec des violences physiques. Donc on était dans le cadre de viols commis par des personnes qu'elle ne connaissait pas, dans un lieu inconnu, par plusieurs hommes. Donc vraiment dans le cadre, on va dire, tel que l'inconscient s'imagine être le viol. Et quand bien même là, on a eu affaire à tous les poncifs. Oui, parce que le procès a duré 4 ans, enfin en tout cas a fait 2 ans et puis ensuite 2 ans. Oui, parce qu'en fait, on est passé devant le tribunal, l'incompétence a été soulevée, donc il faut repartir devant la cour d'assises. Entre-temps, bon, on doit passer par la chambre d'instruction qui doit renvoyer, enfin il y a des questions de procédure, voilà, puisqu'on doit criminaliser les faits. Et donc ça met beaucoup de temps, et c'était extrêmement innovant. Et donc, ils ont été condamnés, les agresseurs, à des peines qui sont, me semble-t-il, dérisoires, c'est-à-dire 2 fois 4 ans et 6 ans, et sans que la réunion ne soit reconnue, alors qu'ils étaient 3. Mais à l'époque, on parlait pas de viol en réunion à l'époque. À l'époque, la circonstance aggravante existait quand même, mais donc pour quelle raison ça n'a pas été retenu, je ne sais pas. C'est une question qui est intéressante parce que la cour d'assises n'avait pas motivé les jugements. Donc la cour d'assises, elle faisait absolument ce qu'elle voulait. Oui, d'accord. Elle pouvait rendre tous les jugements, enfin les plus aberrants, sans les motiver, puisqu'elle était rendue au nom du peuple français, puisqu'il y avait 12 jurés tirés au sort sur liste électorale, et qu'on ne pouvait pas remettre en cause, évidemment, la représentation du peuple. Et là, en plus, les femmes se sont libérées, comme on dit aujourd'hui aussi pour l'affaire Weinstein. Il y a eu une libération de la femme, de la parole en tout cas, parce qu'elles sont venues devant les tribunaux en disant oui, moi aussi j'ai été agressée, moi aussi j'ai été violée. Et les victimes ont été insultées, ont été malmenées, ont vraiment été très chahutées. Hein, donc, mais malgré tout, on a avancé juridiquement puisque en 80, on a abouti à une définition plus large du viol. Voilà, donc ce que vous rappeliez tout à l'heure. Voilà, donc c'était extrêmement important puisque des actes très violents restaient des agressions sexuelles, donc punis des peines d'agression sexuelle, c'est-à-dire de 5 ans. Alors moi, du coup, après ces années 80, qui a quand même été une sorte de prise de conscience, en fait, sur les violences sexuelles faites aux femmes, et là, notamment le viol, mais même les agressions sexuelles, moi, j'ai envie de vous dire, vous exercez depuis 1993, si je ne me trompe pas, et j'aimerais avoir votre regard, en fait, sur l'évolution, vous, de votre métier, mais aussi de la loi sur ces questions-là, en fait, sur les agressions sexuelles, sur les violences sexuelles, comment la loi a évolué. Alors, il y a eu une modification de la loi en avril 2006 qui a permis à une circonstance aggravante d'entrer en vigueur, c'est-à-dire que le viol commis entre conjoints, concubins, alors après on a rajouté paxé parce qu'en 2006 il n'y avait pas de pax, devenait une circonstance aggravante. Et puis après on a rajouté ex-concubin, ex-paxé, ex-conjoint. Mais concernant le viol, c'est la seule modification de définition que l'on a depuis 1980. Par contre, en 1990, la Cour de cassation a admis que le viol entre époux était possible. Au miracle. Mais alors, c'est extrêmement intéressant là, de voir dans quelles circonstances la Cour de cassation a admis qu'il y avait viol entre époux. C'est un viol avec acte de torture et de barbarie. D'accord. Voilà, donc c'était en fait des actes de torture et de barbarie précédés d'un viol, et on a interprété, la Cour de cassation a admis le viol conjugal, mais il faut dire que c'était avec un balai, dans des circonstances particulières, donc ne pas l'admettre dans ces conditions-là, ça posait quand même question. Hein. Tout à fait. Voilà. Mais alors du coup, pourquoi on passe d'années 80 à 2006, donc 30 ans après, et puis... où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pourquoi ça a mis autant de temps à bouger? Mais alors le souci, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a toujours les mêmes résistances. C'est-à-dire que ce jour, comme dans les années finalement lors du procès qui avait été mené par Gisèle Halimi, c'est-à-dire que la victime est toujours dans la même situation. Elle est très culpabilisée alors
d'avant la plainte, hein, puisque ça c'est être victime d'un viol, il faut s'analyser comme étant victime d'un viol, et beaucoup de femmes mettent beaucoup de temps avant de se savoir, dire ouais. voilà qu'elles sont victimes de viol. Et là je ne parle que des femmes majeures, hein, on n'a pas abordé la question des mineurs, mais la question du dévoilement est extrêmement difficile, puisque on sait que l'accueil, il peut être très bien, il peut être difficile, il peut être compliqué, et que par conséquent, dire ça à un inconnu dans des conditions de commissariat, alors même que cette personne vous renvoie, il est habité par les questions qui habitent toute la société, c'est-à-dire pourquoi elle était dehors à cette heure-là, pourquoi elle est habillée comme ça, pourquoi elle n'était pas chez elle, pourquoi... Alors, ça c'est un contexte qu'on peut après tout expliquer. En fait, mais la culpabilisation de la victime empêche l'évolution du droit. Si je pose la en- question comme ça. Voilà, ça empêche souvent les Ou de la victimes loi. de déposer plainte ou d'aller plus loin. Oui, parce Et- que ah oui, d'accord, ok. Et souvent, d'ailleurs, les professionnels, et je le vois avec les magistrats, sont très mal à l'aise avec ces questions-là. Les magistrats eux-mêmes. Donc moi, je pense qu'il faudrait vraiment non seulement des gens formés, mais des gens qui ont envie de faire évoluer les choses, envie de travailler avec ces questions qui sont intimes, qui sont personnelles. Il faut aller sur des terrains qui ne sont pas faciles. On a des juges d'instruction spécialisés en matière de terrorisme, en matière d'infractions concernant les escroqueries et toutes les questions financières. On pourra avoir des magistrats spécialisés en matière pénale sur ces affaires-là. Mais du coup, on parlera un peu du Donc constructif. éviter tout à le l'heure, déni, mais, la culpabilité, d'accord, ouais. Parce qu'en fait, là, des confrontations qui se passent pas. On a aussi le même problème depuis la nuit des temps de la confrontation avec l'agresseur. Oui, d'accord. Et, Oui, et d'accord. donc la justice elle-même vient finalement une deuxième fois tellement harceler la victime et tellement, on va dire entre guillemets, l'humilier, que la victime ne se sent pas soutenue, ne se sent surtout pas protégée par le système. C'est ce que j'allais vous demander aujourd'hui, comment le Voilà. système judiciaire protège actuellement la femme. Quelles lois sont là pour l'accompagner si elle dépose plainte? Si on va dans un, on va dire un exemple parfait de la jeune femme ou la jeune victime, ou la victime tout court d'ailleurs, dépose plainte, sa plainte est entendue, elle est écoutée, elle arrive au tribunal. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Aujourd'hui, comment, justement, c'est quoi ce parcours juridique? Voilà, pour reposer les bases aussi actuellement, comment la loi fonctionne là-dessus. Voilà, donc on est dans une situation où la victime doit aller déposer plainte, hein, et c'est une plainte qui doit s'engager en gendarmerie ou dans un commissariat. Et à partir de là, elle est invitée à aller dans un service d'unité médico-judiciaire ou être examinée par un médecin, parce que tous les tribunaux de grande instance ne disposent pas d'un hôpital avec des médecins expérimentés et assermentés. Donc on peut avoir affaire aux médecins appelés via SOS médecins, hein, tout simplement. Et puis ensuite, elle attend, sans savoir dans quel délai on va interpeller son agresseur. Donc pendant ce laps de temps, elle n'est pas protégée. Donc si l'agresseur est le mari avec lequel elle vit, ou si l'agresseur est le conjoint ou le pacsé, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire une ordonnance de protection. Alors si l'agresseur est une tierce personne, on va laisser la justice les interpeller. Mais si c'est quelqu'un qui est connu, eh bien, et quelqu'un avec qui elle vit, elle peut demander au juge aux affaires familiales une ordonnance de protection en urgence, de façon à faire expulser l'homme qui l'a violée de son domicile, de façon à pouvoir bénéficier de ce domicile, et si elle a des enfants avec lui, faire fixer la résidence, la pension alimentaire et le droit de visite en lieu neutre, éventuellement ou pas, avec cet agresseur-là, puisque on ne peut plus communiquer avec la communication extrêmement compliquée avec un homme violent, mais avec quelqu'un contre lequel on a déposé plainte. Et effectivement, il ne faut pas qu'elle communique, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une stratégie. Voilà, l'agresseur... Parce que vous êtes contacté, par exemple, à ce moment-là, si elle a déposé plainte et qu'ils ont entendu l'agresseur et que c'est porté au tribunal. Même parfois avant, d'accord. Soit avant de déposer plainte, soit alors même qu'elle dépose plainte, elle vient me voir. Il faut savoir qu'en droit français, la victime ne peut pas être accompagnée de son avocat devant le commissariat, alors que l'agresseur, gardé à vue, aura automatiquement son avocat dès la première heure de la garde à vue. Donc elle va déposer plainte toute seule. D'accord, ah oui, d'accord. Voilà, donc par contre, alors évidemment, je la vois avant, on peut réfléchir ensemble à comment dire les choses, faire un petit coaching, on va dire, de comment s'exprimer. Et puis, s'il y a que l'agresseur est interpellé, et s'il est interpellé, il va y avoir une confrontation. Et là, lors de la confrontation, je peux être présente.
Mais après, eh bien, on a la question de la poursuite ou pas de la procédure. Donc, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est quand même toujours ce nombre extrêmement important de classements sans suite. Oui. C'est-à-dire que, voilà, dire qu'on a déjà qu'une victime sur 10 qui dépose plainte, et on va avoir là qu'une victime sur 10 qui va voir son agresseur condamné. Donc on a un chiffre noir, y compris judiciaire, y compris quand une procédure est en cours, du classement sans suite, du non-lieu, ou de la relaxe ou de l'acquittement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer, parce que la place de la victime dans le procès pénal n'est, à mon avis, pas assez sécurisée. D'accord. Les pénalistes Donc en fait, vont vous dire même l'inverse. si la loi en fait condamne les agresseurs ou les harceleurs ou les Oui. violeurs, finalement la victime n'est quand même pas assez protégée. Mais juste pour aller jusqu'au bout, si Elle n'est pas assez rassurée elle n'est pas aussi. rassurée. Et voilà, et on ne lui donne pas suffisamment d'informations sur quand est-ce qu'il va être interpellé, est-ce qu'il est placé en D'accord, détention, oui. est-ce qu'il n'est pas placé Elle en est en mode détention. attente et c'est Voilà, un donc peu perturbant. attendre quand on sait qu'il peut rôder autour, qu'il a piqué votre sac et donc il connaît votre nom et votre adresse, c'est extrêmement stressant. Donc il faudrait une information en temps réel de la victime pour au moins la rassurer, pour qu'elle puisse être protégée et se protéger. Et pour, du coup, pour continuer, si l'homme est interpellé et qu'ils arrivent au tribunal, moi j'aimerais bien un peu savoir, rappeler les peines en fait qu'encourent ces personnes-là en fonction, donc si c'est du harcèlement sexuel, rappeler un petit peu de combien on peut être condamné, l'évolution sur ça aussi, parce que je sais qu'il y a eu des rallongements de peines, voilà, et pourquoi on en est arrivé à rallonger, qu'est-ce qui a un peu... Alors, fait le crime évoluer. de viol est puni d'une peine de 15 ans. S'il y a une circonstance aggravante, la circonstance de conjoint, concubin, pacsé, ou la circonstance d'une arme, ou la circonstance de la réunion, ou la circonstance d'une personne ayant autorité sur la victime, notamment son employeur, ou la circonstance de personnes abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, c'est-à-dire un médecin. On a aussi beaucoup de viols faits dans le milieu médical. Hein. Et donc, évidemment, si elle est en état de fragilité aussi, on passe d'une peine encourue de 15 ans à 20 ans. D'accord. Voilà. Alors, là aussi, j'ai envie de dire, c'est une peine théorique, même si je pense aussi que la vie d'un homme n'est pas forcément en détention. Hein. Mais aller porter plainte contre votre conjoint qui vous viole, il est... Bon, je n'ai pas vu de peine d'emprisonnement ferme extrêmement élevée prononcée à l'égard du conjoint. On a plutôt des peines avec sursis, parfois mixtes, avec un petit peu de ferme et de sursis. Mais donc, on voit que finalement, cette circonstance aggravante, elle joue comme une circonstance atténuante. Hein, et que dans l'esprit des jurés, puisque c'est un crime, on plaide devant des jurés, donc devant des gens qui sont pétris de bonnes intentions et de toutes les représentations aussi, eh bien, c'est un demi-viol. Oui, s'il n'y a pas les circonstances aggravantes, finalement, on minimise le viol, même avec des disons, circonstances classique, aggravantes, comme la question de la communauté de vie. C'est pas facile d'arriver à une décision de condamnation. Et voilà, donc on a souvent des décisions de condamnation un peu mitigées, hein, si on y arrive. Après, on a évidemment les agressions sexuelles, alors avec les circonstances aggravantes qui sont exactement les mêmes, et donc en fonction des circonstances aggravantes, et là de la multiplicité de circonstances aggravantes, un peu technique, on passe de 5 ans à 10 ans. Mais il y a quand même une chose à dire, c'est que beaucoup de viols sont correctionnalisés. Oui. Voilà, donc là aussi c'est un problème, c'est-à-dire que ce qu'il s'est passé au procès de Marseille, enfin d'Aix-en-Provence, dans les années 80, enfin les années 70. Voilà. Ils sont passés, oui, au ça début, se passe en 78, et bien en 2017, c'est toujours pareil. Oui, en fait, finalement, voilà, moi c'était ça que la problématique est la même. Vous trouvez que ça, finalement, ça n'a pas... La problématique... Alors, il y a eu quand même des évolutions Il y a dans la des loi, évolutions législatives, il y a des évolutions de mentalité, il y a des oui, la société a quand même... La société a évolué, les tabous ne sont pas les mêmes, heureusement. Mais les freins sont au même niveau. Les freins sont au même niveau. Donc, on se rend compte que la société n'a pas tellement changé sur ces questions. Mais alors, c'est concentré sur le juridique. Peut-être que là, je sens que ça change. D'accord, ça, on pourra prennent la parole. Voilà. J'ai l'impression que l'opinion publique change et ont un regard beaucoup moins culpabilisant à l'égard des victimes, et toutes ces questions autour de ce qu'elle faisait ou comment elle était, ou quelle a été sa réaction. Par exemple, elle n'a pas crié, elle s'est tue.
c'est quelque chose de très classique. Mhm. Et on ne sait pas ce que l'on est en tant que victime et ce qu'on pourrait être en tant que victime. Donc si je me tais, eh bien, il faut savoir que c'est quelque chose de très classique, le cerveau se déconnecte. Or, cet élément-là, s'il n'est pas expliqué au juré, on peut risquer une absence de condamnation. Oui, tout à fait. Oui, donc toute la victimologie qui est liée à la connaissance que l'on a maintenant Mhm. de ce qu'est le stress post-traumatique n'est pas intégrée par la société. Oui. Ça, en fait, Pas on n'a toujours assez. pas évolué là-dessus, en fait. Pas assez, en tout On cas. a redéfini ce qu'était le viol, Pas on a assez. progressé sur les termes des définitions, des... Bah, on a quand même, me semble-t-il, un petit peu progressé, malgré tout sur l'écoute. Ça, sur c'est la à vous vente de me enfant. le dire, Un si petit- vous avez Parce que vous avez participé à l'élaboration Oui. en plus de certaines lois, donc... Oui, oui, oui. Donc, Quelle not- loi, par exemple, vous a notamment la loi de marqué 2006 sur le viol Mm. entre époux. Oui, oui, c'était une grande avancée. C'était une énorme avancée. Mais je me souviens, j'avais été entendue au Sénat par deux sénateurs. Un trouvait que c'était tout à fait logique d'attacher cette condition à cette condition de circonstance aggravante, puisque aussi la femme est fragilisée, Puisqu'il y a un rapport... il y a un rapport, il sait tout de vous, il y a des enfants en commun éventuellement, voilà. Donc elle était dans un état de vulnérabilité. Et j'ai un autre sénateur qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous en faites du devoir conjugal ?» Ah, Et- ah oui, d'accord. Voilà, et moi j'ai dit « Mais quand c'est du devoir conjugal, est-ce que c'est pas déjà finalement quelque chose Mm. comme le viol ?» Enfin, et je crois que nous, c'était une autre civilisation. Oui. Donc là, Donc je me on rendais rappelle compte. encore les clichés du Voilà, devoir, mais je me rendais compte qu'on avait vraiment fait un pas. Oui. Hein. Après, il y a l'application de la loi qui n'est pas facile, puisque les preuves dans ces moments-là sont des preuves très difficiles à obtenir, puisqu'il n'y a pas de témoin, Mm. il y a peu de traces. Souvent, mais dans un viol sous la menace d'un couteau, on vous dit tais-toi, je te bute. Vous n'avez Mm. pas crié. Oui, Donc oui, il n'y oui. a pas de marque de défense, il Ouais, n'y a pas bien de sûr. violence physique, et puis on se soumet à la peur de mourir, inévitablement. Je Voilà. fais très bien. Alors, non, mais c'est parce qu'en fait, on va en parler Puis de nous avons tout le ça un harcèlement petit peu qui est plus, puni de 5 ans d'emprisonnement, Oui. dont on a beaucoup parlé. Mm, mm, mm. Hein, et il faut dire que même un fait constitue du harcèlement actuellement en droit Oui. français. Hein, ça a été reconnu, là aussi, par la Cour de cassation. À partir du moment où il est grave, un fait constitue du harcèlement sexuel. D'accord. Donc là aussi, on sort de la notion de harcèlement avec des éléments de répétition. Alors, merci à vous déjà pour ce début d'interview très complet. Vous parlez de harcèlement sexuel justement. Nous allons tout de suite passer au débat. En attendant, donc revenons un peu dans le présent. Donc, comme vous parliez de harcèlement sexuel avec la vidéo de Léa Bordier, la jeune réalisatrice a rebondi sur l'actualité du hashtag MeToo diffusé sur Facebook en donnant la parole aux femmes victimes d'agressions et de harcèlement sexuel. Et c'est parti. M'acheter des bonbons et un homme m'a forcé à monter dans sa voiture, m'a emmené ensuite à l'abri des regards et il m'a violée. En rentrant de soirée dans le métro, un mec qui m'accoste et qui voulait parler, je refuse, on finit par s'engueuler et il me sort « Je vais te sortir ma bite, sale pute, ça va te calmer ». J'ai été abusée sexuellement quand j'avais 12 ans par mon voisin et ça a duré 6 mois. J'étais en boîte de nuit et un mec m'a mis une main au cul. Je me suis retournée et il m'a dit « C'est bon, tout à l'heure je t'ai dragué et t'as pas voulu de moi ». J'avais 16 ans, je sortais d'un cours de danse. Il m'a dit « Il faut montrer au Gwyn dans ton genre ce que c'est qu'un homme » et il m'a violée. Heure de pointe dans le métro, ligne 13. On est tous collés les uns aux autres et un mec a littéralement la tête dans mes seins. Et là il me dit « Toi t'as faim ». Un jour, je refaisais les vitrines de la librairie où je travaillais. Mon patron est venu pour me dire « Hey, tu veux pas te mettre toute nue? Ça attirera le client. » J'avais pas encore 13 ans, j'étais en 5e. J'étais en train de marcher dans la rue pour aller m'acheter des bonbons. Et un homme m'a forcé à monter dans sa voiture, m'a emmené ensuite à l'abri des regards et il m'a violée. Plus il y a de filles qui témoignent, plus ça donne envie à d'autres de se dire moi j'ai la force de témoigner si elles l'ont. Toutes les femmes sont concernées, c'est pas un problème de classe sociale, ni de personne, ni de... Enfin ça touche vraiment toutes les femmes et c'est important que les autres s'en rendent compte parce que nous, entre nous, on est conscientes qu'on se fait tout harceler, on n'en parle pas forcément et va justement pas le normaliser, pas en faire quelque chose qui va durer pendant des générations sans qu'il y ait d'action. Il ne faut surtout pas que ce soit pris comme contre les hommes, parce que ce n'est pas l'idée, c'est vraiment ensemble comment on réfléchit, comment on améliore et comment on se pose la question et on en parle en fait. Parler tout le temps, parler avec bienveillance entre hommes et femmes, entre hommes,
Il y a eu un gros effet de buzz avec l'affaire Weinstein et les hashtags, et je pense qu'il faut maintenant qu'on dirige le débat vers l'éducation, c'est impératif, d'éducation à la solidarité, d'éducation à la tolérance et au respect. Parce qu'agresser quelqu'un, c'est nier son individualité et c'est nier son droit au respect. À l'antenne. Allez, de retour sur le plateau. Bonjour à ceux et à celles qui nous rejoignent. Autour de la table, maintenant, nous avons retrouvé nos deux journalistes, Paloma et Mukashiaka, et nous accueillons alors une deuxième invitée, puisque la troisième est un petit peu en retard. Donc la deuxième invitée qui est Marie Servetti. Bonsoir. Directrice de l'association, je ne sais pas si on dit directrice d'ailleurs, mais présidente de l'association, directrice de l'association Une femme, un toit, qui est la seule d'ailleurs à avoir un unique centre d'hébergement pour jeunes femmes de 18 à 25 ans, enfin du coup victimes de violences sexuelles. Et vous êtes aussi membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. La deuxième invitée qui devait arriver n'est pas là, donc il s'agira de Maya Kadra et nous espérons qu'elle arrivera dans pas très longtemps. Peut-être présente-la quand même. Alors Maya Kadra, oui. Donc Maya Kadra qui est une écrivaine, journaliste et aussi critique littéraire. Elle a publié 2 tribunes suite aux témoignages de milliers de femmes sur les réseaux sociaux, #BalanceTonPort, non merci, sur Libération, et les non-lieux de la lutte féministe, des triomphes en trompe-l'œil, des réseaux sociaux contre le harcèlement sexuel sur Atlantico. Donc elle affirme que ce hashtag dessert la cause des femmes en général et du coup on espère en parler avec elle si elle est là. Paloma, on va lancer tout de suite le débat avec toi et surtout avec ta chronique. Ça vous paraît normal ? Alors, dans la vidéo qu'on vient de voir, Léa Bordier, j'espère que vous l'avez vu parce que je crois qu'il y a eu des petits problèmes techniques, mais en tout cas voilà. Léa Bordier a choisi de mettre des visages et des voix sur ces témoignages de violences sexuelles pour nous rappeler une chose. Derrière tous les chiffres qu'on entend depuis plus d'1 mois, il y a avant tout une femme. Ces chiffres, justement, rappelons-les encore et toujours. En France, une femme sur 6 a subi un viol ou une tentative de viol au cours de sa vie. Chaque jour, dans notre pays, 1500 femmes sont victimes d'agressions sexuelles, et plus de 200 sont violées. Vous avez bien entendu, plus de 200 par jour en France, en 2017. Et pourtant, seulement 13% des victimes portent plainte et 70% des plaintes sont classées sans suite. En gros, moins d'un viol sur 50 serait suivi d'une condamnation. Donc si vous êtes un prédateur sexuel, vous avez plus de chances de mourir dans un accident de voiture que de finir en prison. Ça vous paraît normal ? Sachant que ces estimations sont sûrement bien en dessous de la réalité, tant le sujet est tabou, on en a parlé, comment expliquer un tel gouffre entre la réalité des violences et leur suite judiciaire ? Depuis le mois d'octobre, les violences faites aux femmes se sont imposées dans le débat public et beaucoup semblent découvrir soudainement le problème. Le mur du silence est tombé et le fracas est trop grand. Insoutenable pour certains, puisqu'il nous met face à notre responsabilité individuelle et collective. Et oui, le malaise est là. Face à un déni généralisé, notre société est forcée de se questionner. Mais où veux-tu en venir, Paloma ? Minute papillon. J'y viens. Il y a un peu plus d'1 an, l'Ipsos menait une des toutes premières enquêtes sur les représentations que les Français et les Françaises peuvent avoir du viol. Donc elle est juste là. Et je la cite. De très nombreux Français ont encore aujourd'hui tendance à considérer qu'il existe des motifs permettant d'atténuer la responsabilité des violeurs et de culpabiliser les victimes en les rendant en partie responsables de ce qu'elles ont subi. Et ils ajoutent, ces conceptions se développent sur un terreau extrêmement fertile. Donc ce qu'il faut comprendre ici par terreau fertile, c'est en gros le sexisme et les centaines de stéréotypes qu'on peut avoir sur les sexualités masculines et féminines. Et enfin le fait que presque personne ne connaisse les chiffres que j'ai cités un peu plus haut. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, 200 femmes chaque jour violées, 2017. Tout ça. Et donc c'est justement tout ça qui pousse, et là je cite à nouveau l'enquête, une proportion importante de la population française a exprimé des opinions inquiétantes, en affirmant par exemple qu'il est possible d'éviter un viol pour peu que l'on respecte certaines règles de sécurité et que l'on se défende le plus que l'on peut. Ok. Pour vous donner quelques chiffres de cette enquête carrément déprimante, un Français sur 5 considère que lorsqu'on essaie d'avoir une relation sexuelle avec elle, beaucoup de femmes disent non, mais ça veut dire oui. Et que les femmes prennent du plaisir à être forcées. Encore
Un quart des répondants pensent qu'à l'origine d'un viol, il y a souvent un malentendu, c'est-à-dire que le violeur a cru au début, en fait, que la personne souhaitait avoir des relations sexuelles avec lui. Ça vous paraît normal ? Comment ne pas comprendre ensuite que tant de femmes ne se sentent pas légitimes pour aller porter plainte ? Mais si les victimes ont aujourd'hui le courage de parler, est-ce qu'on ne devrait pas avoir celui de se questionner ? M'arrive-t-il d'être sexiste ? De cautionner sans le vouloir certains comportements ? À quelle sorte de monde suis-je en train de contribuer ? Et quand on sait que dans 90% des cas, les femmes sont agressées sexuellement par une personne qu'elles connaissent, est-ce qu'on ne devrait pas reconnaître que c'est un problème profondément ancré dans notre société, sans pour autant craindre une guerre des sexes, n'est-ce pas, Nicolas Bedos ? Et une fois qu'on a reconnu ce problème, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, bonne question. Ça commence par des petites choses, toutes simples, hein, franchement. S'indigner quand les médias parlent de victimes qui avouent ou reconnaissent avoir été violées, considérer les violences sexuelles comme des problèmes de société et non pas des vulgaires faits divers, combattre les leçons de vie qu'on peut donner aux victimes, du genre comment es-tu habillée, t'aurais pu faire attention. Lutter encore et toujours contre la culture du viol, expliquer autour de nous, ne pas accepter, ne pas banaliser, la culpabilité doit changer de camp. Et si aujourd'hui beaucoup ont peur qu'après un mois la mobilisation s'essouffle, que tout cela passe, puisque finalement tout passe, tout glisse sur nous dans ce monde à 1000 à l'heure, il me semble que ça n'arrivera pas si nous osons faire face en se posant les bonnes questions, à commencer par comment change-t-on les mentalités. Et étant donné que je devais interpeller Maya Kadra sur son édito et que Maya Kadra n'est pas là, je pose la question sur la table et je dis, surtout à vous, qu'est-ce que vous avez pensé, Isabelle Steyer, Marie Servetti, de ce hashtag Balance ton port ? Est-ce que vous pensez, comme Maya Kadra, que finalement c'est une indignation de masse qui a été stérile, ou est-ce que pour vous ça a libéré une parole, ça a fait avancer les choses. Ça a permis de créer une prise de conscience collective qui permettra de construire ensuite. Alors, je pense que la parole des femmes et des victimes, elle est libérée depuis longtemps en fait. La seule nouveauté, c'est que là, on les a écoutées. Et qu'on s'est rendu compte, parce que ce sont des réseaux sociaux, que c'était tellement massif que ça a écrasé tout le monde. Je crois qu'il y a eu 426 000 tweets. Oui, alors en 10 jours, en tout cas, il y en a eu plus de 330 000. 330 000, donc c'est quand même complètement énorme, incroyable. On n'avait jamais publiquement vu autant, entendu, lu autant de femmes. Nous qui travaillons auprès de femmes victimes de violences, on sait qu'elles parlent depuis très très longtemps. Il y a des numéros d'appel, il y en a plein des femmes qui parlent. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre édito, je ne sais plus si vous appelez ça édito, mais chronique. C'est comment la société se braque. Et c'est très compliqué parce qu'on en appelle à des réflexes où les gens se sentent mal. On a vu la réaction des garçons, des gens qui sont des types bien et qui, tout d'un coup, j'avais vu une lettre très très jolie d'un garçon qui s'appelle Emmanuel Zemmour, mais vraiment très émouvante, et qui disait mais merde, et moi, est-ce que moi j'ai été témoin passif? Est-ce que moi j'ai pu faire une réflexion qui était limite harcèlement sexuel et qui s'interrogeait beaucoup? Donc je pense que aussi les garçons se sont sentis un peu pas bien. Et donc, vous le disiez très justement, il va falloir aujourd'hui que tout le monde change son comportement. Mais pour répondre finalement à votre question, oui, c'est super important. Vous l'avez dit aussi en début d'émission. Après Balance ton port, ou en même temps, il y a une pétition qui est sortie, qui a recueilli en l'espace de quelques jours 120 000 signatures. La pétition de Caroline Dehaas pour un plan d'urgence contre les violences faites aux femmes. D'autres personnes. Enfin, qui a été lancée, pardon. Par mais évidemment, oui, elle a été signée. Mais ce qui est important, c'est surtout de se dire les personnalités qui ont signé cette pétition, ce ne sont pas nécessairement des femmes qui sont connues pour être des combattantes féministes. J'entendais Louane, par exemple, qui disait, bon, moi j'ai de la chance, j'ai 21 ans, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai signé cette pétition parce que je veux que les femmes soient protégées. C'est nouveau ça finalement aussi. Exactement. Ça c'est nouveau, c'est-à-dire que on est en train de passer de quelque chose qu'on a longtemps appelé la culture du viol, c'est-à-dire on rigole, c'est marrant, etc., à une prise de conscience il faut maintenant qu'on passe à la culture de la protection. Et ça c'est un bouleversement majeur dans la tête des gens. Je vais juste me tourner vers toi, Mouka. Est-ce que tu as des commentaires, des réactions dans le chat? Oui, on a une réaction de Grand Froid qui nous dit par rapport à ta chronique. On l'aime ce Grand Froid. Un de nos copains du chat.
Non, c'est grande folle, c'est pour préciser quand même. C'est parce qu'on avait mal lu sur le chat et donc on a dit, on lui l'a a appelé répondu en grande disant grande folle, mais voilà, un peu sans se rendre compte que de la connotation. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit ce grand froid? Donc il dit que tout simplement faire la comparaison avec la chance d'avoir un accident de voiture, ça remet en perspective. Ah, le micro, Mouka. Pardon, excusez. Ah oui. C'est important. Alors le fait de comparer en fait la chance d'avoir un accident et le fait d'être arrêté pour une agression, ça remet les choses en perspective en fait. Il nous disait ça tout à l'heure. Et puis certains parlent d'éducation, d'écoute aussi, comme par exemple Célan 31. Voilà. D'accord, il n'y a pas de questions, ils sont... Pas encore de questions. Pour l'instant, on en est au constat. Allez, on travaille là, les chatteurs, on veut des questions. Alors, Isabelle Steyer, maintenant je me tourne vers vous. Peut-être vous avez une réaction sur les... On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Pour revenir un petit peu sur vraiment les questions juridiques, c'est-à-dire que est-ce que parce qu'on Ça a peut vu, faire avancer. en fait, on a vu que là, il y a des chiffres qui sont sortis lundi qui disaient qu'il y avait plus de 30% de dépôts de plainte dans les commissariats pour agression sexuelle. Donc, est-ce que finalement, est-ce que vous pensez que c'est lié à toutes ces affaires-là? Enfin, bon, c'est assez indéniablement lié. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou une bonne chose. Si, pardon, c'est une bonne chose. Oui. Évidemment, je partage ce qu'a dit Marie Servetti sur la question du hashtag et MeToo. Et ce que je trouve aussi, c'est que le hashtag Balance ton port et MeToo ont dévoilé le fait que les violences sexuelles touchaient toutes les classes sociales. Et on avait quand même ça en tête que le viol, ça n'arrivait pas de partout et que c'était... quelque chose de très particulier chez un certain type de population. La deuxième chose, c'est que ça a permis de changer. Alors moi, je pense au judiciaire, parce que je trouvais que les magistrats avaient une écoute plus attentive qu'un mois auparavant. D'accord. Et que l'image justement, de cette femme qui est peut-être, qui présente un peu toujours une singularité parce qu'elle a été victime de viol, vous voyez, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, Maya Kadra vient de nous rejoindre. Voilà, bonsoir. Et bien cette espèce de singularité qui lui est attachée n'existait plus. Donc ça a sorti de son tabou vraiment la question de l'image de la victime de viol. Ça a changé vraiment, même dans le monde judiciaire. Dans le monde judiciaire, très clairement. Alors, bizarrement, j'ai eu des poursuites pour viol conjugal que je n'aurais pas eu il y a un an. En avoir des poursuites pour viol conjugal sans certificats médicaux, avec simplement une victime simplement entre guillemets évidemment, mais une parole de victime, de plaignante, c'était classé sans suite immédiatement. Là, ce n'est plus le cas. Alors, est-ce que justement cette écoute, est-ce qu'on a une nouvelle écoute de la parole des femmes? Ce serait intéressant. Alors, vraiment intéressant. Avant de rebondir, parce vu que Maya Kadra est arrivée, on va essayer de la faire réagir, parce que Paloma, ma chroniqueuse, avait fait une intervention sur le hashtag MeToo et Balance ton port. Alors je vais juste vous rappeler, parce que du coup, comme je l'ai précisé tout à l'heure, Maya Kadra a écrit 2 tribunes dans Libération et Atlantico contre le hashtag. Et donc je vais juste rappeler quelques phrases que vous avez notées qui m'ont interpellée. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Sur Twitter, les femmes ont été orientées dans le mauvais sens. Elles ont cru affronter leur bourreau, mais ce n'était qu'un avatar. Elles ont cru le dénoncer, mais leurs plaintes n'ont pas eu de suite pénale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est n'ont pas eu de suite pénale. Moi, j'aimerais que vous expliquiez un peu ces propos, déjà, pour comprendre d'où ça vient, pourquoi vous êtes contre ce hashtag, et savoir si finalement, vous pensez vraiment que ça n'a servi à rien. C'était bien ça. Je confirme. Alors déjà, bonsoir, merci de m'avoir invitée. C'est vrai que je n'ai pas assisté à la première partie du débat, mais je vais un petit peu parler de mes 2 tribunes. La première publiée dans Libération, c'était le premier article un petit peu qui a choqué.
les lecteurs, c'était balance ton porc, non merci. Parce que l'effet choc, en fait, moi, je l'ai senti quand j'ai vu pour la première fois le hashtag balance ton porc sur la toile de Twitter, Facebook, etc. Et je me suis dit qu'au niveau des termes qui sont utilisés, il y a vraiment un problème de fond. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut exprimer la colère des femmes. Je sais qu'il y a eu beaucoup de violences à l'encontre de beaucoup de femmes. Moi-même, j'ai été victime 2 fois de harcèlement sexuel dans le cadre de mon travail. Et ça, je l'ai dit après en fait toute cette vague de briser le silence. Mais en même temps, justement, vous pensiez pas qu'il fallait en passer par là, qu'il fallait en mettant de côté la terminologie de balance et de porc, est-ce qu'il fallait pas en passer par là pour qu'il y ait une prise de conscience collective et une indignation de masse finalement que vous dénoncez en disant qu'elle est étriquée, mais pour ensuite avancer sur un cadre juridique et sociétal. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu selon vous en fait notre hashtag, par exemple, le hashtag MeToo, moi je ne m'y suis jamais opposée. MeToo, il y a un autre hashtag aussi qui a été, on en a parlé dans le Nouvel Obs parce que c'est une association à laquelle j'appartiens maintenant, c'est celle qui a été vraiment à la base de la page Facebook Balance ton porc. On a été me contacter après la tribune Balance ton porc, non merci, pour me dire que vous nous avez un petit peu convaincus. Alors on aimerait bien découvrir votre point de vue davantage. Le hashtag qu'on adopte maintenant, c'est au nom des femmes, non NON. C'est vraiment, on cible quel est le problème. C'est les femmes qui ne disent pas non, c'est les hommes aussi qui n'ont pas de limite, qui n'ont pas de retenue. C'est un problème qui a de multiples facettes, mais le fait de balancer un porc, je pense que ça appauvrit et ça nuit à la lutte féminine beaucoup plus que ça ne sert les femmes en fait. Et c'est quand même le hashtag balance ton porc qui a lancé le hashtag MeToo. Non, au début, ça a commencé avec MeToo aux États-Unis. Ah oui, aux et puis en France, ça a pris, voilà, je ne sais pas, MeToo, quand on traduit MeToo en français, c'est moi aussi. Je ne sais pas par quel glissement sémantique on a abouti à Balance ton porc. Et voilà, j'ai vraiment décortiqué, en fait, là je vais pas vraiment entrer dans les détails, mais je l'ai décortiqué dans ma tribune de Libération. J'ai parlé de la violence dans l'expression. Balance ton porc. C'est vrai que la femme ne devient pas bourreau, mais en même temps, on puise dans la violence de notre agresseur pour être nous-mêmes violents au niveau de l'expression verbale. Et ça nous fait, je ne sais pas, ça crée une nébuleuse dans la lutte féminine. Je ne dis pas féministe, moi, parce que ça aussi, c'est un terme que je n'accepte pas beaucoup. J'étais féministe pendant 5 ans, je ne le suis plus, je suis plus avec la lutte féminine. Marie Servetti, vous vouliez réagir peut-être? Oui, moi, je trouve qu'on a très peu la parole et qu'il faut la prendre pour ne pas tout... Comment dire ? L'art est difficile et la critique est aisée, quoi. Donc, voilà, il y a une femme qui a pris l'initiative de mettre Balance ton porc. Je sais qu'il y a des gens qui se battent aussi en disant mais un porc n'a jamais violé personne. Mais vous vous rendez compte le temps qu'on y passe. Le plus important, c'est de se dire à un moment donné quelle était la forme qui a été utilisée. Ce qui est formidable, c'est que des femmes ont pu parler. C'est ça le plus important. On trouvait ont été punis. Mais c'est pas grave, de toute façon, ils sont pas punis. Je le rappelle pour... La réalité, c'est qu'ils sont pas punis. Et que c'est bien plus facile que de se dire mais c'est super, je ne suis plus seule. C'est parce que quand je vais dans un commissariat pour porter plainte, vous le disiez vous-même, j'ai été victime de harcèlement sexuel. Est-ce que celui qui vous a harcelé sexuellement a été puni ? Dans la vraie vie, là, on ne parle pas sur Twitter. Je vais vous raconter, si vous voulez, mon histoire. Non, mais vous voyez, la plupart du temps, Isabelle sait ça beaucoup mieux que moi, ces gens-là ne sont pas condamnés. Donc là, le harcèlement sexuel, bon, évidemment, pour aller porter plainte pour harcèlement sexuel, il faut déjà être vraiment très, très, très armé, avoir beaucoup de temps, beaucoup de patience, etc. Agression sexuelle, c'est pratiquement la même chose, et viol aussi. Donc, ils n'ont pas été condamnés, comme dans la vraie vie, ils ne sont pas condamnés. Ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est pas de savoir s'ils ont été condamnés ou pas, parce que c'est la justice qui condamne ou pas. Les femmes qui ont témoigné sur Balance ton porc, ou moi aussi, il y en a très très peu qui ont cité des hommes. Elles ont raconté
une partie d'histoire qu'elles ont subie. Mais elles n'ont pas dit c'est monsieur Dupont qui habite je ne sais où qui m'a fait ça. Non, elles ont dit j'ai besoin de le dire. Et ça, tout d'un coup, elles ont créé une communauté. Alors, c'était sûrement pas une communauté féministe, vous avez raison. C'était une communauté de femmes. C'est important de le dire aussi. Il ne faut pas récupérer les choses des citoyennes. Néanmoins, elles sont héritières aussi de ce combat féministe. Parce que depuis les années 70, les féministes dénoncent les violences faites aux femmes. Ce sont des féministes qui ont fait avancer les lois. Et c'est bien parce qu'elles ont un regard global de ce que c'est les violences. Les violences, finalement, c'est un moyen ou un outil pour la domination masculine. C'est ça en fait. Et ça, en ce sens, si on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Je voyais un internaute qui posait la question. On va justement se tourner vers Mouka, et je crois juste pour finir ma phrase bien sûr. que le plus important aujourd'hui, c'est comment on les éduque, les petits garçons et les petites filles. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un garçon pense que pour avoir une relation avec une fille, il faut que ce soit violent, l'embrasser de force, soulever sa jupe, etc. Donc on a un vrai enjeu d'éducation aujourd'hui. Et ce jour-là, on pourra ne plus discuter de violence, mais laisser le pouvoir, et ben ça, ils n'y arrivent pas pour le moment. Oui, bah justement, moi je suis d'accord, juste une petite minute, en fait 30 secondes. C'est que je suis seulement contre le hashtag. Parce que moi, vu que je fais beaucoup de travaux en linguistique et en sémantique, parce que je suis doctorante en littérature, donc c'est ça un petit peu mon travail. Je dénonce l'expression, je dénonce le hashtag, et ça je l'ai expliqué dans mes 2 tribunes. Je dénonce aussi le lieu de lutte qui est Twitter, par exemple, que j'ai qualifié de lieu de non-lutte. C'est un non-lieu, d'après une certaine approche anthropologique que j'ai été appliquée dans ma seconde tribune. Mais après, je ne dénonce pas du tout le fait que les femmes aient brisé le silence. Au contraire. Et là, je bosse sur un projet. Je rassemble des témoignages de femmes et on va publier un livre de témoignages de toutes ces femmes-là. Je travaille jour et nuit en fait pour rassembler, à côté de ma thèse et de mon travail qui prend mon temps, de rassembler les témoignages de ces femmes qui ont brisé le silence pour les publier dans un livre en brochet. Voilà. Alors Mouka, je me tourne vers toi. Justement, Maya Kaza, vous parliez de linguistique et de mots, et certains internautes, notamment Yuki 5055, reprochent à ce débat de tourner autour des mots seulement, alors que ce qui est dénoncé au fond, eh bien, c'est une réalité. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de Mouka ça? Chiak, je pense qu'on t'entend pas bien. Par contre, pour le micro, peut-être mets-le un petit peu plus devant. En fait, oui, c'est une très bonne question. Je remercie cet internaute d'avoir rebondi sur ce point. On a tort de minimiser l'impact des mots. L'impact d'un mot, c'est vraiment, ça peut être dans l'inconscient de toute une génération, dans l'inconscient des femmes. Et c'est ça, en fait, c'est les retombées, moi, dont j'ai peur. J'ai reçu un témoignage, parce que je suis en train de rassembler des témoignages d'une mère de famille dont la fille a été victime d'attouchement de son prof. Dans les... Enfin, je pense que la fille, elle a 8 ans. Elle a été entendre répéter le hashtag balance ton peur. Et elle m'a dit que ma fille, elle a été vraiment très affectée et très négativement. Elle a commencé à pleurer quand on lui a dit que balance ton peur, c'est le hashtag qui dénonce le harcèlement sexuel, etc. etc. Donc il faut vraiment ne pas prendre à la légère l'impact dangereux parfois des mots, surtout par exemple pour les filles en bas âge qui sont également victimes de harcèlement. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le hashtag qui a fait pleurer cette petite fille? Alors, c'est un petit peu, c'est le mot porc. Il a été choqué, la fille, parce que déjà, ça a ressuscité tous les souvenirs douloureux, parce que ça fait 1 an qu'elle est maintenant en suivi psychologique, qu'il y a une psychothérapeute qui l'encadre. Et le fait qu'elle ait entendu le mot porc, tout de suite, elle a fait, bien évidemment, une identification avec son agresseur, et ça l'a dérangée. Donc, du coup, c'était dérangeant. Au moment où la psychothérapeute, elle était en train de travailler avec la fille sur le processus de dépassement, de comment surmonter, de comment penser à elle, la fille, elle s'est oubliée après tout le travail, un travail de longue haleine pendant 1 an, et elle a fait une fixation de nouveau sur son agresseur. Donc ça, c'est bien sûr, ce n'est pas la majorité des cas. C'est vraiment un cas d'une petite fille. Mais ça s'est passé, et j'ai reçu le témoignage de la mère qui m'a dit que ma fille, elle s'est effondrée. Elle s'est complètement effondrée quand elle a eu vent de ce hashtag.
Alors du coup, en parlant de témoignages, on a une jeune femme ici qui vient témoigner spécialement pour l'émission. On va bientôt l'accueillir et je suis désolée Maïkadra, mais c'est votre siège qui va devoir se libérer. Je vous remercie merci beaucoup. d'être passé. Merci, très bonne soirée. Merci d'être passé, de nous avoir donné votre point de vue. Donc on va accueillir, hop, je récupère le micro. On va accueillir Anna sur le plateau. Hop, tiens, assis-toi. Alors Anna, pour te présenter très brièvement, tu es jeune scénariste, tu as 25 ans. Alors si je peux juste résumer l'histoire que tu m'as racontée, le témoignage que tu m'as livré. Quand tu avais 7 ans, tu as été violée. Et c'est à 17 ans que tu as décidé de porter plainte pour la première fois et s'en est suivi 6 ans de procédure judiciaire. Et c'est ça que tu vas nous raconter ce soir. Et merci à toi d'être ici. Merci de me recevoir. Bonsoir à toutes. J'ai porté plainte quand j'avais 18 ans. Oui, micro un petit peu plus près. Ouais, j'ai porté plainte quand j'avais 18 ans parce que j'avais totalement occulté cette histoire. J'en ai parlé à mes parents pour la première fois à 17 ans. Enfin, c'était à mes parents pour la première fois. Et j'avais pris la décision de ne pas porter plainte parce que je m'étais renseignée et je savais qu'il y avait très peu de chances que mon violeur soit condamné, étant donné que c'était des faits très anciens, etc. Ce que je peux comprendre. Et un soir, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, d'aller faire un tour sur Facebook et de voir si je le trouvais. Et je l'ai trouvé et j'ai vu qu'il likait, entre guillemets, des pages sur Facebook de casting de petites filles de 7 à 12 ans. Et en voyant ça, le lendemain matin, j'étais au commissariat pour porter plainte. C'est pas pour moi que j'ai porté plainte, j'y suis allée en me disant plus jamais, pas d'autres que moi. Donc j'ai porté plainte. Au début, j'ai été extrêmement bien reçue, je tiens à le souligner, par une lieutenant de police formidable qui m'a conseillée, qui m'a accompagnée, qui a été là pour moi. Malheureusement, elle a été mutée et le dossier l'enquête a été confiée à un homme. Et là, ça n'a plus du tout été la même chose. Il refusait de me recevoir, de me donner des nouvelles, de me dire où ça en était. Et ensuite, le dossier a été transféré au commissariat de lieu d'habitation de mon agresseur. Et depuis, plus de nouvelles. Donc pendant 6 ans, je n'ai eu aucune nouvelle de la part de la justice. J'ai envoyé des recommandés au ministère de la Justice, au Premier ministre, parce que j'étais clairement désespérée. Je voulais savoir où ça en était, ce qui est plutôt légitime. Et cet été, j'ai reçu un coup de téléphone parce que je suis allée au commissariat où l'enquête est en cours pour demander à rencontrer la personne qui s'en charge, qui a refusé de me recevoir. Et elle m'a appelée en m'expliquant que l'enquête, de toute façon, n'avait pas avancé, qu'elle n'avancerait pas parce qu'il avait refait sa vie, qu'aujourd'hui il a une femme et des enfants et qu'on ne va pas aller détruire sa vie, que de toute façon personne d'autre ne s'est plaint de lui et qu'il y a beaucoup plus grave et plus urgent que mon histoire qui a 17 ans. Donc le lendemain, j'ai retiré ma plainte parce que j'ai extrêmement mal vécu ce moment, comme on peut aisément l'imaginer. Et pour vous donner une idée, quand on me demandait de décrire ce que je ressentais, je disais que j'avais l'impression d'avoir été percutée à 150 km/h par un 36 tonnes. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai été violée une deuxième fois, clairement. Clairement, j'ai eu l'impression, j'ai revécu le viol, mais en pire. Parce que quand on comprend qu'on est seul, que même la justice n'est pas de votre côté, on se sent vraiment très seul. Et on se sent tout petit dans un monde immense qui ne vous entend pas et qui ne vous comprend pas. Et du coup, tu avais des questions pour Marie Servetti et Isabelle Steyer ou alors on appelle juste aux réactions? J'avais juste une toute petite question. Est-ce que tu sais à quel niveau avait été prise cette décision en fait, de se dire on abandonne en fait, on va pas plus loin dans la poursuite de cette affaire Alors je sais pas, mais la lieutenant de police m'a juste dit qu'il avait déménagé et qu'ils n'avaient pas sa nouvelle adresse, sauf que je lui ai proposé gentiment de lui donner l'adresse, étant donné qu'on la trouve dans les pages blanches. Oui. Et c'est là qu'elle m'a dit que de toute façon, il n'y aurait pas d'enquête. Voilà. Alors, donc c'était quoi? C'était de la mauvaise... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites que c'est de la mauvaise volonté. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de moment? L'avocate, en fait, comment on explique ça? Est-ce qu'on peut attendre l'avocate? Elle est endormie, ça y est. Mais non, je vous écoute de plus en plus sidérée parce que chaque fois que j'avance, j'ai toujours des cas qui sont incroyables. Donc, d'abord, il n'appartient pas à un policier
de vous indiquer que l'enquête s'est arrêtée. Donc cette décision doit venir d'un magistrat. Du ministère. Je comprenais Et pas, voilà. en fait. Donc d'après ce que vous me dites, c'est le policier qui a mis de côté le dossier. Et si un magistrat avait pris une décision de classement sans suite, elles auraient été notifiées. C'est ce que j'attendais justement. Voilà. J'attendais qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc ça, c'est un premier problème. Ce qui vous a été indiqué, eh bien, on en parlait tout à l'heure, c'est la problématique des représentations concernant les violences sexuelles. Hein. C'est-à-dire que l'avis de l'agresseur est nettement plus importante que le traumatisme de la victime, et que l'on estime que là aussi, la justice doit être dans le déni et laisser faire, continuer à vivre un homme qui a construit sa vie avec enfant. Donc ça, c'est vraiment une représentation très basique des violences. En plus, vous étiez mineur, vous aviez 7 ans. Donc sur des enfants, avec la problématique d'autres victimes qui auraient pu être retrouvées ailleurs, en France et ailleurs. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est autant la plainte et la démarche que le résultat. Voyez ? Et donc, vous me le confirmez. C'est-à-dire que si votre dossier, et la première policière était à la hauteur de la situation, si votre plainte est traitée mais de façon, on va dire, voilà, on vous met à votre place de victime et on vous entend. Éventuellement, vous subissez une expertise psychologique, vous êtes éventuellement confronté, enfin, ce qui se passe, qui n'est pas facile, mais on vous démontre que l'institution judiciaire fait tout pour rechercher les preuves et pour vous bien traiter. Je pense que cette procédure devient réparatrice, même si après, on a un classement sans suite, parce que effectivement, on est dans un état de droit. Effectivement, il faut des preuves qui ne seront peut-être pas jugées suffisantes par le ministère public. Mais toute la démarche qui a été faite pour construire et pour arriver à quelque chose, elle est réparatrice. Et moi, souvent, j'invite les policiers et les victimes à faire cette procédure, aller jusqu'au bout. Et j'en commande la copie, même si c'est classé sans suite. Et on voit tout le travail qui a été fait. On se dit, oui, là, il y a eu du travail, il y a des témoins qui ont été entendus, ils ont recherché dans ces différents lieux de vie d'autres victimes, on n'a pas trouvé. Et tout a été mis en place. Et c'est ça qui est réparateur. Et donc, on aimerait que la justice, elle fasse son travail et qu'elle dise, ok, t'as vécu un truc grave, mais on va faire en sorte de montrer qu'on te croit et qu'on est de ton côté, en fait. Et puis lors d'une confrontation, vous êtes là avec votre avocat. Enfin, c'est quelque chose qui fait sens, une confrontation. Vous avez aussi le pouvoir dans une... Mais j'attendais cette confrontation, justement. Vous reprenez le pouvoir alors que vous aviez vécu une scène dans laquelle vous étiez un objet. Et voilà, après, vous pouvez vous constituer partie civile si vous souhaitez encore aller plus loin dans les investigations. Enfin, il y a des choses à faire. Moi, je saisirais la Cour européenne des droits de l'homme pour les délais raisonnables, parce que traiter une plainte en 7 ans, c'est vraiment pas un délai raisonnable. Alors, je me tourne vers Moukachi Yaka, parce qu'il y a des réactions sur le chat. Oui, voilà, tout à l'heure, donc en internaute, Loustix voulait te passer un message. Donc, il te disait que c'était vraiment courageux de ta part d'avoir porté plainte à 18 ans. Voilà. Donc, je voulais quand même faire quelques messages d'internaute d'encouragement. Merci beaucoup. Merci. Et puis ensuite, une autre question, je pense, pour Marie Servetti, de DRAC GS. Comment améliorer la justice en matière de prise en charge des victimes en internaute, nous demandait ça. Le suivi, justement, la partie après, parce qu'il y a le chemin de croix d'aller, justement, comme on disait avec Paloma, le chemin de croix déjà d'aller porter plainte. Donc déjà, il y a la force pour y aller. Et ensuite... Le deuxième parcours du combattant qui arrive. Voilà. Et du coup, on se tourne vers vous, Marie Servetti, pour la suite. D'abord, moi, je voulais m'associer à l'internaute pour vraiment vous remercier. Parce que ce sont des témoignages dont on sait combien ils sont difficiles à faire et en même temps combien ils sont salvateurs pour des peut-être milliers de jeunes femmes qui sont en train de vous écouter. Donc merci beaucoup pour elles. Et voilà, donc ça c'est important. Moi, évidemment, ça rend vraiment en colère des histoires comme la vôtre, et malheureusement, elles sont tellement nombreuses. Donc, que faire une fois qu'on a porté plainte et que tout s'est bien passé et que ça poursuit son cours ? Eh bien, mais je ne sais pas.
C'est Isabelle qui est beaucoup mieux placée que moi. Non, mais dans le sens où vous accompagnez les victimes. Parce que justement, Isabelle rappelait que les femmes, tout à l'heure dans l'interview, que les femmes sont seules quand elles y vont. Et elles n'ont pas d'accompagnement. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que vous, dans votre centre d'hébergement, qui est unique en France, rappelons-le, parce que vous soulignez quand on s'était eu au téléphone que c'était quand même un problème qu'il n'y ait qu'un seul centre d'hébergement et donc que 60 lits sur 400 femmes, c'est ça qui vous appelle par an. Voilà, comment tout ça se passe, comment vous accompagnez les victimes, comment vous les recevez. Voilà, si vous pouvez déjà nous expliquer le centre d'hébergement, en fait, tout simplement. Oui. Alors, nous, déjà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a 60 lits en France pour les jeunes femmes qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes et qui n'ont pas d'enfants avec elles. Donc ça, c'est déjà la première question. Cette société s'accommode bien quand même quand toutes les enquêtes révèlent que les victimes sont majoritairement les jeunes femmes. Donc ça, c'est la première chose qu'il va falloir changer. Ensuite, quel est notre travail? Nous, c'est de réussir à travailler sur le continuum des violences, c'est-à-dire que souvent ce sont des jeunes femmes qui ont été victimes de violences dans la famille, qui ont été victimes de violences sexuelles par un ami de la famille, par quelqu'un qu'elles connaissaient. Donc, et on va les aider à rassembler un peu, reconstituer le puzzle des violences pour les aider dans un premier temps à porter une plainte qui soit la plus complète possible. Parce que c'est très compliqué quand on porte une plainte toute seule et qu'on a oublié qu'on s'est trompé de jour, qu'on a mal décrit la personne, qu'on l'a décrit brune alors que finalement elle n'était pas tout à fait brune. Bon bref, on sait très bien que les victimes, il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans leur tête. Donc ça, c'est le premier travail qui est important à faire avec elles, c'est qu'elles puissent porter une plainte qui soit la plus détaillée possible, de les accompagner physiquement aussi au commissariat de police. Et lorsque la plainte va au tribunal, d'avoir des copines comme Isabelle Steyer pour les appeler en leur disant voilà, il va falloir que tu suives cette jeune fille ou d'autres avocates qui vont faire le même travail de précision, d'accompagnement pour aller jusqu'au procès. Mais quand même, la réalité, c'est que pour les jeunes femmes du FIT, la majorité des plaintes sont affaires classées. Une femme à toi, juste je rappelle. Une femme à toi, pardon, oui. Pas de problème. Les affaires sont classées la plupart du temps. Oui. Donc, ces réparateurs, je ne sais pas trop, c'est vrai qu'elles peuvent tomber sur des policiers qui sont super, qui ont bien pris la plainte, etc. Mais affaires classées, c'est un petit peu difficile quand même de se dire ok, ils ont fait le travail. Ce que tu disais tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, c'est super pour une victime de se dire quand même ils ont fait attention à mon histoire, ils ont essayé d'enquêter un peu, et puis à la fin c'est affaires classées. C'est ça le plus éprouvant pour les victimes en fait. Je suis désolée, on a une petite limite de temps parce qu'il va falloir qu'on accélère un petit peu. Je vais, parce qu'en fait, justement, vous parlez du témoignage de la victime, qui doit être super détaillé parce que souvent, en fait, on dit que c'est impossible de prouver non, pas impossible, mais c'est rare en fait de prouver qu'on a été violé. C'est-à-dire qu'on est seul généralement dans l'acte, en tout cas dans la violence. On est le seul témoin, on n'a pas de blessure visible. Et donc, il y a Chiaka qui va nous faire une petite chronique culturelle parce qu'elle s'est intéressée justement pour sa première chronique culturelle à une série emblématique des années 2000, une série qui traite des agressions sexuelles et justement de ce problème de preuve. Alors, si vous avez le micro, par contre, c'est mieux. Ouais. Alors, je vais l'oublier tout le temps. Si vous avez entre 20 et 30 ans et que, en étant petit, vous rentriez de l'école et vous vous branchiez sur TF1, vous connaissez forcément cette série. Cette série, c'est New York Section Criminelle ou Special Victim Unit en anglais. Elle a fait l'effet d'une petite bombe scénaristique dans le genre de l'enquête criminelle en 1999. Pour son point de vue cru et sans phare du traitement par la justice des agressions sexuelles. Je ne sais pas si parmi vous sur le plateau, vous connaissez cette série. New York Section Criminelle. Ouais. Fais le bruit dans le terrain. Donc voilà, c'est Tintin. Enfin, tout le monde reconnaîtra ce moment où on passe du coup au procès. Donc cette série, c'est le spin-off de New York Police Judiciaire. C'est un spin-off qui marche très bien puisque c'est le plus ancien. Et la série souffle cette année ses 18 bougies. Pour faire le pitch rapide de New York Section Criminelle, tout commence par un crime sexuel dans la nuit noire le plus souvent. Et ensuite, les inspecteurs Elliot Stabler, Olivia Benson, John Munch et Finn Tutuola sont appelés sur les lieux du crime.
Chaque épisode est divisé en 3 parties, l'enquête, l'inculpation et le procès. Une chercheuse en études culturelles, Marie-Shirley Valzema, a mené l'enquête sur cette série en 2014. Elle a analysé minutieusement 161 épisodes de 7 saisons de la série. Marie-Shirley Valzema a répertorié les victimes et les auteurs, sexe, profession, âge, lieu, heure de l'agression, puis les propos des uns et des autres, les témoins, les images de la série aussi. Bref, c'est une étude qui s'appuie sur des éléments tangibles, sur des preuves. D'abord, je vais vous orienter tout de suite sur l'étude en question, car je ne fais que reprendre certains éléments de l'étude. Son titre, c'est « Violences sexuelles, du corps étranger à l'étrangeté du corps » et elle a été publiée dans la revue française des sciences de l'information et de la communication. Alors, premier constat de cette étude, les femmes sont les principales victimes des crimes à caractère sexuel dans la série. Pourtant, il n'est jamais dit explicitement dans les 7 premières saisons de la série que les agressions se produisent dans une société patriarcale et dans un système qui s'en prend aux femmes comme victimes principales. L'accent est plutôt mis sur le passé violent des agresseurs ou sur leurs problèmes psychiques. Mais alors, quelle est la place des victimes dans New York section criminelle ? Pour Marie-Shirley Valzema, la victime, c'est d'abord un corps, le lieu où se trouvent les preuves du passage de l'auteur. Donc très souvent, les crimes sont violents. Il faut des traces pour prouver des blessures, des hématomes ou des ecchymoses. Pendant l'enquête, le corps de la victime est scruté, il est analysé. Si vous avez déjà vu un épisode de New York section criminelle, vous vous souvenez peut-être de longues séquences où on est dans le laboratoire du médecin légiste et il inspecte les victimes mortes avec une loupe, un scalpel, dedans, dehors, partout. Et à l'hôpital, c'est pareil, les victimes sont soumises à des examens multiples, par exemple pour retrouver les traces qu'aurait pu laisser l'auteur de l'agression, des traces visibles à l'œil nu la plupart du temps, mais également visibles grâce à la technologie. Donc le corps, c'est le lieu de l'enquête. Et les preuves qui en sont extraites sont très importantes. Et elles sont incarnées à l'écran par la place qu'occupe l'inspecteur pendant le procès. Et son témoignage, il est crucial puisqu'il peut même faire basculer le procès. Mais elles parlent, les victimes, dans ta série ? Eh bien, les victimes, elles s'expriment très peu dans cette série. Pour Marie-Shirley Valzema, les victimes sont anonymes ou peu visibles à l'écran. Elles passent sans bruit et sans réagir. Certaines victimes n'ont pas de nom, elles n'ont pas de visage. Par exemple, dans un des épisodes, il y a 19 victimes. Et pour la plupart qui sont sans papier, elles ne s'expriment pas du tout puisqu'elles ont peur d'être renvoyées chez elles. Elle poursuit donc Marie-Shirley Valzema. Elle parle de violences sexuelles qui se coupent des corps et donc de la parole des victimes dans la série. Mais du coup, c'est tout un pan des agressions sexuelles qui sont manquantes, comme les agressions et les harcèlements sexuels. Donc il n'y a pas de preuves, donc on ne peut pas vraiment savoir comment le mettre en perspective dans les procès si on accorde tant d'importance à la preuve matérielle. Et donc, on peut aussi vous poser une question à vous qui êtes là pour nous éclairer sur cette question. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, elle a proposé la mise en place d'un dispositif qui permettrait de déposer une pré-plainte en ligne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que du coup, ce serait une nouvelle façon de pouvoir montrer qu'on a été victime. Et donc, il pourrait y avoir... on pourrait recueillir beaucoup de plaintes. Et là, ce serait une nouvelle façon de porter plainte, peut-être. Et en fait, comment faire aussi pour que la parole des femmes soit mieux entendue et mieux crue, finalement. Et est-ce que ce genre de proposition, ça fonctionne ? Écrire les femmes. C'est pas le cas de toutes les femmes. Il faut qu'elles puissent avoir un accès à Internet. C'est pas le cas de toutes les femmes. Il faut qu'elles arrivent à avoir une idée claire, précise et concise, parce que je doute que derrière les écrans, il y ait des agents qui aient le temps de lire des pages et des pages. On sait très bien. Alors, à moins que ce soit un document qui soit déjà pré-rempli, etc. Oui. Moi, ce que je pense, c'est que c'est bien qu'on ait une ministre qui se pose des questions et qui essaye des pistes. Et ça, c'est formidable. Donc moi, je ne suis pas du genre à casser toutes les initiatives. C'était d'ailleurs, je crois, une proposition de Muriel Salmona, qui est neuropsychiatre et qui est spécialisée sur les psychotraumas et la mémoire traumatique. Et je crois que ça émane d'elle, cette proposition. Donc tout ce qui est envisagé et qui peut améliorer la vie de celles qui savent écrire, qui ont Internet, etc., tant mieux. Il ne faut pas qu'on se dise non plus que c'est suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait plus de policiers qui soient formés. Il faut que vraiment on puisse accueillir les femmes dans des bonnes conditions et qu'elles ne soient pas regardées comme si elles venaient de commettre le plus grand crime. Et surtout
qu'on arrête de penser qu'une femme qui rentre dans un commissariat est une affabulatrice, parce que c'est ça qui se passe. Le vrai problème, il est là, c'est que on va essayer de montrer sa culpabilité au lieu d'essayer de montrer qu'elle est une victime. Donc on va lui poser des questions qui vont la casser tout le temps et qui vont l'inquiéter tellement qu'à la fin, elle va se contredire. Donc le plus important, c'est quand même, peut-être pas d'inverser la charge de la preuve, mais en tout cas d'arriver à former la police, puisque c'est eux les premiers qui prennent les plaintes, pour qu'ils arrivent à se dire « je crois cette femme ». Elle n'a aucune raison de perdre son temps pour venir dans un commissariat pour me raconter n'importe quoi. Oui, il y en a quelques-unes, mais elles sont peanuts par rapport à la majorité qui dit la vérité. On va faire réagir aussi Isabelle Steyer tout de suite après, mais il y a des chatteuses qui veulent réagir. Oui, les chatteurs qui réagissent depuis tout à l'heure. Pas mal de réactions, hein, The Real Carl, par exemple, le vrai Carl, qui réagit. Et tout à l'heure, on avait une question d'un internaute qui nous demandait, comment mieux éduquer les êtres humains qui font partie de notre société à justement à moins considérer peut-être que soit que une agression c'est pas une agression, ou tout simplement à se sentir plus responsable dans la société. C'est à moi qu'on vous pose la question. Ben, je parlais tout à l'heure d'éducation. En fait, c'est pas les êtres humains, c'est qu'il faut expliquer aux garçons. Il faut arrêter, par exemple, de dire aux petits garçons ne pleure pas, t'es pas une fille. Par exemple, ça, c'est d'une violence inouïe. On sait que, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui demandait est-ce qu'on a une idée du profil des agresseurs. Eh bien, on sait que parmi les violeurs, beaucoup d'enfants, garçons, ont été élevés avec mais tu es un petit pédé, tu réagis comme ça parce que tu es une tapette, et que cette espèce d'assignation à être fort et à ne jamais pouvoir être sensible, être... ça, il faut arrêter avec ça, vraiment. J'ai vu aussi que pas mal de gens qui vous suivent se demandaient sur la pornographie. C'est pareil. Tellement de petits garçons ont commencé à regarder ce genre d'images à 11 ans, 12 ans. Leur idée de la sexualité, c'est la violence. Comme les jeunes femmes, finalement, aussi. Exactement. Qui se disent que c'est ça, la sexualité. Et c'est ça, la sexualité. Donc, il y en a un qui domine et il y en a une qui est dominée. C'est ça, quand même, majoritairement, les films porno. Et c'est ce regard qu'il faut changer, mais avant tout pour les petits garçons, je crois, parce que et les petites filles, elles, eh bien, le boulot, c'est de leur apprendre à résister à la domination. Et ça, c'est de l'éducation, et ce sont des siècles qu'il va falloir qu'on arrive à casser. Ça va pas se faire demain matin, mais si on commence pas à l'école, quand on voit par exemple ce débat sur l'écriture inclusive, pour moi, tout est lié, c'est un système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saucissonner la façon de penser les violences. Oui. Si on se bat à ce point-là sur l'écriture inclusive, et qui se bat ? Ben, ce sont les dominants, en fait, parce que c'est une façon de résister au fait de montrer que la société, elle est composée d'hommes et de femmes. Et dans le langage, si on arrive à écrire autrement, on pensera la place des uns et des autres autrement. Donc, on voit bien que c'est un chantier qui est extrêmement vaste et sur lequel il faut qu'on arrive à être absolument dans des politiques transversales et que les politiques publiques arrivent à évaluer les conséquences de ce qu'elles mettent en œuvre sur les femmes. Okay. J'ai un internaute qui m'interpelle sur justement ce que vous venez de dire et il me demande, parce qu'il s'appelle Fat Saucisson, je tiens à préciser son nom, éduquer les enfants, c'est efficace à long terme, mais comment on fait à court et à moyen terme ? Pardon, c'est quoi la question ? J'ai pas entendu. Éduquer les enfants, c'est efficace à long terme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? On va peut-être faire parler aussi un peu Isabelle Steyer, parce que une seconde pour que j'arrive à placer un parce qu'en plus, je sais qu'elle a que je lui donne la parole, je parle plus. Ça fait 25 ans qu'elle plaide pour un espace safe pour les victimes, on en parlera. Évidemment. Mais par exemple, ce qu'on peut faire dès la rentrée scolaire 2018, c'est un brevet, de la même façon qu'on a fait un brevet de la sécurité routière. Exactement. On peut faire ça. Et ça, c'est très rapide, c'est-à-dire un brevet de la non-violence. J'éduque les enfants au collège à avoir des relations entre les filles et les garçons qui soient des relations fondées sur l'égalité, le respect et comprendre ce qu'est le sexisme. Exactement, comprendre ce qu'est le sexisme et comprendre
de passer de la culture du viol à la culture de protection. Je me tais, je laisse la parole à Isa. Oui, parce que... Je tire. On parlait de la transversalité, justement, parce que en fait, quand on s'est eu aussi pareil pour préparer un peu l'émission, vous m'aviez parlé d'un espace serein et déculpabilisant, et non culpabilisant, pardon, pour accueillir la parole de la victime. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que lorsque la victime déjà arrive dans le commissariat, elle va se trouver dans un lieu extrêmement stressant, où elle va voir des interpellations, donc des gens qui sortent du camion, qui passent devant elle, puisqu'elle reste des heures à attendre, des gens menottés, des hurlements, le bruit des chaînes, donc le bruit des menottes, et c'est très violent tout ça. Voilà, parce qu'en fait là on est dans le demain, on construit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer moi, je pense qu'il faudrait un endroit qui ne ressemble pas à ça, qui soit un endroit d'abord où elle n'attende pas 3 heures avant de déposer plainte, parce que lorsque vous venez d'être victime de viol, attendre 3 heures sur un banc, c'est atroce. Donc il faudrait soit qu'il y ait un lieu particulier, pourquoi pas dans un hôpital, enfin ça a été envisagé pour les enfants, qui permettrait immédiatement, avec un policier de permanence, de faire les prélèvements grâce au tissu médical qui serait là, parce que la question de la preuve, on l'a dit, elle est déterminante, mais c'est vrai que si elle commence à parler, à s'effondrer, on pourrait avoir l'équipe sur place, du psychiatre, et donc d'un lieu qui ne ressemble pas à un lieu policier, puisque voilà, le lieu policier la renvoie à toute la culpabilité de j'envoie quelqu'un en prison, je le fais placer en garde à vue, et c'est tout ce que lui renvoie aussi le policier comme question. Parce que vous vous rendez compte d'aller l'envoyer 20 ans en prison, il lui dit ça aussi pour tenter parfois de la décourager. Donc je pense qu'il faudrait un endroit qui permette de recueillir la preuve verbale et la preuve physique, et qui soit un endroit d'écoute et de soins. Donc ce serait un endroit. Comment est-ce que ça s'organiserait? Est-ce que c'est un endroit où simplement la femme n'aurait pas à multiplier les procédures et serait dans un endroit et finalement les policiers on pourrait avoir un lieu d'accueil victime. Et voilà, on pourrait avoir un lieu d'accueil victime, par exemple dans un hôpital. Et là, on aurait un service policier de permanence. On l'a actuellement, une prise en charge à 360 degrés. C'est ça, tout à fait. Et on pourrait, alors c'est la seule personne qui n'est pas filmée d'ailleurs durant les gardes à vue, parce que le garde à vue est filmé, qu'il soit majeur, qu'il soit mineur, et la victime mineure est filmée. Donc la seule personne qui n'est pas filmée actuellement en droit français, c'est la victime majeure. D'accord. On pourrait la filmer aussi, pour peut-être, quand c'est possible, lui éviter une confrontation. Ça peut de temps en temps être possible. Et puis, quand on ne peut pas l'éviter, s'outiller différemment que dans le tête-à-tête. Vous allez à Angers, il y avait un procureur de la République. Alors, tout ça sont issus d'expériences et d'initiatives personnelles. C'est une procureure qui avait décidé de faire éviter des confrontations en tête-à-tête aux femmes. Donc il y avait un espèce de paravent. Donc c'était conforme aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il y avait une confrontation, un espèce de côte à côte, mais pas de regard de l'agresseur qui se retourne ou qui fixe la victime, ou dont on sent le souffle, la respiration, l'odeur. C'est extrêmement... Même le regard, finalement. Le regard fait que alors, on va se rétracter. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour créer des espaces comme ça? Par exemple, mettre un paravent, c'est quand même pas compliqué. Mais il manque des moyens. Oui, ils ne sont pas d'énormes moyens. Des moyens. Ne pas faire attendre aussi, quand on est devant un juge d'instruction, ne pas faire attendre l'auteur et la victime, là aussi dans la même salle d'attente. Oui. Oui, parce que on se retrouve finalement. C'est des choses qui humainement. C'est des procédures qui relèvent du bon sens et qui finalement aujourd'hui n'existent pas. Tout simplement, lorsqu'il est placé sous contrôle judiciaire, on le dit à la victime, on lui envoie une lettre, ça n'existe pas. Enfin, ce sont des choses qui ne coûtent pas énormément d'argent, mais qui changent énormément la place de la victime et puis l'attention. L'attention, c'est important. Donc c'est là où on revient à la formation des professionnels en fait. C'est un peu. Alors, il y avait un internaute du Schizofrenge qui proposait peut-être comme endroit sécurisé pour accueillir les femmes et leurs plaintes et ensuite tout le processus, les plannings familiales. Bon, ça ferait peut-être beaucoup, mais en tout cas, voilà, il proposait ce lieu-là. D'accord.
Est-ce que tu as envie de réagir, Anna, à tout ce que tu entends? Est-ce que je peux réagir sur une chose que Maya Kadra a dit tout à l'heure, Oui, qui m'a tu peux, profondément tout à dérangée. fait. Alors là, on remonte le temps. Voilà, on remonte le temps. Elle n'est pas là pour Alors Maya répondre, mais Kadra, en qui tout était cas, la elle journaliste n'aura qui est pas son droit de passée, réponse. la doctorante en littérature, pardon, qui est passée tout à l'heure pour nous expliquer qu'elle était contre le hashtag Balance ton porc parce que c'était une terminologie violente. C'est ça, elle a parlé de l'importance des mots. Et je voudrais rebondir là-dessus parce que dans son article, elle a été extrêmement virulente envers les victimes qui témoignaient en utilisant des mots comme hargneux, aigri, acariâtre. Et je pense que c'est assez culotté quand même de parler de l'importance des mots et de se permettre de juger les victimes et leurs témoignages en employant des termes aussi forts, parce que quand j'ai lu son article, j'ai juste eu l'impression de revivre encore une fois tout ce que j'avais vécu et la culpabilisation et les trucs. Et donc voilà, je voudrais juste que les gens prennent conscience que quand on parle à une victime, il faut effectivement faire attention aux mots qu'on utilise et à la façon dont on accueille sa parole. Mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, ça va changer. C'est obligé avec tout ce mouvement qu'il y a eu, avec tous ces témoignages. Ça va changer justement. Mais voilà, je voulais surtout rebondir là-dessus parce que j'ai trouvé ça drôle. C'est fait pour ça. Voilà. On va... non. Non, je pense il est 56, madame, donc petite Ah, question. Allez, on va mais repasser le au chat. chrono. Moi, j'ai une petite montre au poignet. Il y a un problème de chrono. Ah oui, on a un problème de chrono. Ah oui, d'accord. Justement, moi, Ah oui, parce qu'on a un problème j'ai de chrono. une dernière question, puisqu'on a vraiment fait cette espèce de processus hier, aujourd'hui, demain, pour parler justement de demain et de ce qui est en train d'être fait, et finalement des prises de conscience qui sont en train d'exister. Si aujourd'hui vous aviez une baguette magique et vous pouviez, j'en sais rien, à faire appliquer une mesure qui pourrait finalement déjà changer pas mal de choses parmi, par exemple, les 5 mesures qui ont été proposées dans la pétition sur le plan d'urgence pour les violences sexuelles faites aux femmes, etc. Qu'est-ce qui pour vous serait vraiment la priorité absolue si on devait en choisir une, même si c'est difficile? Oui. Faire appliquer les lois, tout simplement. Voilà, parce qu'elles existent déjà. Ouais, elles existent. Il y a des lois qui existent. Même au niveau des formations. C'est ça, mais justement au niveau de la formation des professionnels, il y a des mesures qui sont déjà prises il y a déjà des mesures qui ont été prises, mais faire appliquer les lois qui existent déjà avant de les modifier, tout simplement, ça serait déjà bien. Oui, ça demande pas trop de moyens, ça, du coup. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on s'habitue à l'idée et ça ne demande pas trop de moyens. D'accord. Voilà, on est dans la 5e ou la 8e puissance mondiale. On représente 52% de la population française. Nous les femmes. Nous les femmes, exactement. Et donc, moi, si j'avais une baguette magique, je mettrais 10 milliards pour lutter contre les violences faites aux femmes. Je mettrais sur 5 ans, 10 ans, un budget phénoménal, de la même façon qu'on mettrait un budget phénoménal sur une catastrophe, sur des choses qui arrivent soudain dans la vie d'un pays et sur lesquelles on investit des milliards. Et donc, il ne faut pas qu'on arrive à se dire bon, ben, on est pauvre. Ben, non, l'État n'est pas pauvre. Il faut juste qu'il cible ses priorités. Les priorités, c'est parce que les conséquences des violences, évidemment, c'est pour les personnes elles-mêmes, parce que ça entrave leur vie. Mais chaque fois qu'une femme est victime de violence, nous sommes toutes potentiellement victimes de violence. Et cette entrave-là, on la porte toutes. Et les petites filles, depuis qu'elles sont petites, on leur dit plus à elles, fais attention, qu'on le dit à un petit garçon. On dit plus facilement à une petite fille, tiens-toi comme ça, qu'à un petit garçon qui se tient comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup de choses qui peuvent paraître des détails, mais qui montrent qu'on est formatés les uns et les autres depuis tout petit. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Pour ça, il faut réussir à se dire, il faut qu'on change de logiciel, il faut qu'on change de programmateur. Et tout ça, bah oui, ça coûte de l'argent. Donc moi, je mets 10 milliards sur la table comme ça. Exactement. Super. On met le budget de pas la défense. Je ne sais même pas ce que ça représente 10 milliards. J'avoue, je ne saurais pas. Mais pas grand-chose si on divise par le nombre de. Il y a 32 millions, 34 millions de Françaises. Finalement, c'est pas grand-chose, puisqu'on a dit tout à l'heure que ce sont des politiques transversales. Parce qu'on ne pourra avancer que si c'est transversal. Donc je disais, non seulement nous, on ne se sent pas libre quand une femme est agressée, mais est-ce qu'on est efficace au travail quand on a été violé dans la nuit par son conjoint ou par l'ami de la famille? Non plus. Donc on est disqualifié aussi au travail. C'est une femme sur 10. Une femme sur 2 qui est agressée sexuellement ou qui est... Oui, en fait, c'est tellement global que voilà, il faut attaquer de toutes parts. C'est tellement global qu'il faut réfléchir global. D'accord. Voilà.
C'est global et les internautes s'en sont bien rendus compte. Hein. Sur le chat, il y en a certains qui parlaient tout simplement de remettre en cause la société, de mentalité de dominant, j'ai retenu ces quelques mots, d'éducation, tout à l'heure on en a parlé, et aussi, il y en a beaucoup qui se projettent dans le futur, comme le disait tout à l'heure Paloma, après le hashtag, après toutes ces choses, comment on lutte concrètement, comment faire pour vraiment faire changer les choses au-delà de l'Internet, voilà. Bah, du coup, Isabelle Steyer, votre baguette magique. On vous attend au tournant. Votre idée miracle, on l'attend. Non, bah déjà, vous aviez l'espace serein. Oui, mais vous m'avez parlé du regard des magistrats aussi. Oui, c'est pas une baguette magique. Il faudrait... il y a autre chose, moi, qui m'ennuie, parce que je reviens toujours à la justice, c'est que... c'est que on est toujours dans le doute. Et tout peut être du doute si on n'a pas envie de croire quelqu'un, si on n'a pas envie de l'entendre. Alors, si on a des millions de plaintes en plus et qu'on va douter de chacune, finalement, à quoi ça sert? Et j'aimerais bien que le doute soit finalement le doute raisonnable, pas le doute qui, si j'ai 1/1000% de doute, je dois ne pas poursuivre l'auteur ou acquitter ou relaxer. Que l'on ait au moins une analyse raisonnée de la situation, de façon à ce que les femmes soient entendues, parce que si on a toujours la même problématique, on va avoir un goulet d'étranglement, c'est-à-dire qu'on va laisser penser qu'on les entend et on va leur mentir, et finalement, à la fin, on aura toujours la même justice qui ne va jamais les entendre. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais un doute raisonnable. Un doute d'éducation, finalement. Doute raisonnable. Alors ça passe aussi par la formation, c'est-à-dire que lorsque on a presque que la parole, mais que l'on est habitué à entendre des victimes, on peut à peu près valider un témoignage ou ne pas le valider. Vous savez, quand on accompagne quelqu'un qui est à l'OFPRA, on a un réfugié. Alors l'OFPRA, c'est l'Office de protection des réfugiés et des apatrides. Joli lapsus. Voilà. Exactement ce que je me disais. Il n'a rien. Le micro. Pardon. Voilà, pardon. Il n'a rien. Il n'a plus de passeport. Il n'a pas de bien. Il n'a rien pour prouver son histoire, puisque le passeur a gardé le passeport. Et c'est simplement son témoignage et la connaissance qu'il a du pays, de la problématique dans laquelle il vit, qui va valider ou invalider son témoignage. Voilà. Bien sûr. Et donc là, c'est la connaissance qu'ont les femmes de ce traumatisme-là, de la description et puis des conséquences. Parce que les conséquences doivent être aussi la preuve de ce qu'elles allèguent. Donc une prise en compte aussi de la suite qui est extrêmement importante, du stress post-traumatique. Et ça, le droit et le traumatisme ne font pas bonne équipe. Voilà. Donc on a ce trou noir de le délit constitué, mais je ne m'occupe que du délit, que de la définition du délit, et les conséquences, finalement, ce n'est pas mon problème et ça n'entre pas dans la problématique, alors que les conséquences, c'est justement toute la problématique de l'accession à l'entrée au commissariat. Comment je vais être pour rentrer dans le commissariat. Donc tout ça est une boucle qui fait que ma baguette magique, ce serait que la boucle, en fait, une meilleure alliance que la boucle se fasse, en fait. D'accord. Que la boucle se fasse entre les acteurs aussi. C'est ça, voilà. Alors, merci à toutes. C'est bientôt la fin de l'émission. Je ne sais pas si tu veux poser une dernière question, mais on n'a plus trop le temps. Il y a eu énormément de réactions, pardon, excusez-moi, il faut bien que je prenne le micro. On va faire un petit brief sur les réactions, puis après on va passer la dernière. Il y a eu énormément de réactions, notamment des gens qui nous parlent d'enfants, que la police soit plus en charge en fait et plus actrice de la prise en charge des agressions sexuelles par les femmes, enfin de la prise en charge des femmes victimes d'agressions sexuelles, pardon.
Voilà, tout à l'heure, un internaute parlait de l'évolution, donc de la prise en charge. Et notamment, il avait l'air de dire qu'il y a une meilleure prise en charge aujourd'hui qu'avant, mais que voilà, l'effort, il faut que ça continue. Il y a plusieurs personnes qui posaient des questions. Bon, là, je pense qu'on n'aura pas trop le temps de mais on peut les poser quand même. Mais surtout sur la prescription du harcèlement sexuel. Voilà, notamment, et aussi sur la prescription des viols sur mineurs de moins de 15 ans. Voilà, il y a des questions très précises. Je vous propose d'aller tout simplement sur Wikipédia et ensuite vous aurez tous les renseignements directement. De toute façon, on pourra non, mais de toute façon, voilà, ouais, on va sortir. En fait, si vous voulez, vous avez déjà plein d'articles pour aller plus loin. Non, mais déjà, si vous voulez savoir tout ça, vous avez l'avis du Haut Conseil à l'égalité qui est sorti le 5 octobre 2016. Vous avez absolument tout ça qui est développé, de tout ce qu'il faudrait faire et en même temps tout ce qui est déjà mis en place. Donc pareil pour les formations des professionnels, tout ça, les prescriptions qui ont été déjà rallongées et qui veulent encore être rallongées pour certaines. Donc vous pouvez aller voir cet avis. Il est très 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 bien fait et très explicite. Alors merci à toutes. Maintenant, voilà, c'est vraiment bientôt la fin de l'émission et nous avons décidé de finir sur une petite touche d'humour. Sur ce plateau, nous avons entendu, donc je pense que vous vous êtes rendu compte, que des femmes, mais pas les hommes, donc et de la libération de leurs paroles. Et c'est Nina qui va nous en parler. Elle nous rejoint sur le plateau, elle est aussi discrète qu'une petite souris. Bonsoir Nina. Bonsoir Nina. Prends ton micro. Prends ton temps. Alors, oui en effet, parce que donc, les dernières semaines, comme vous l'avez tous dit, elles ont été assez chamboulées par l'affaire Weinstein qui a libéré la parole des femmes, mais également celle des hommes. Et donc ainsi, autour de moi, j'ai pu remarquer une très grande méfiance des hommes envers ce sujet, certains tombant carrément dans la paranoïa. Ils se demandent où commence le harcèlement sexuel. Donc depuis très lourdement, ils se sentent obligés de préciser à chaque phrase que ce n'est pas du harcèlement sexuel. Tu veux un café? Attention, hein, c'est pas du harcèlement sexuel. Et là, il faut insérer souvent un rire bien graveleux. Ah bon, j'étais à ça de saisir la justice. Non mais déjà, arrêtez de dire, je te préviens, ce n'est pas du harcèlement sexuel. Si ça en est, ça en est. Et le fait de sous-titrer la situation, ça rend ça encore plus suspicieux. C'est comme quand quelqu'un dit, je dis pas ça pour être désagréable, mais la plupart du temps, quelque chose de très désagréable va suivre. Alors, on sait quand même différencier harcèlement sexuel et remarques normales au travail, sinon vous imaginez. Moi, une plus 1 m'a dit que j'étais brillante aujourd'hui, j'en peux plus de ce pervers. Ouais, pareil, moi, il m'a dit que j'étais trop incompétente, qu'il fallait tout refaire. Non, mais l'excuse trop cramée pour me garder plus tard le soir. Non, mais alors, c'est comme ceux qui pensent que demain, ils vont se faire arrêter injustement si on légalise le harcèlement de rue. Déjà, comme vous l'avez dit, en cas de viol, moins de 10% des femmes portent plainte. Vous pensez réellement que demain, pour une remarque déplacée, on va porter plainte? Attends, pardon, t'as dit quoi? Bouge pas toi là, j'appelle la police. Ouais mon grand, on va passer la matinée au poste. D'ailleurs il va me falloir 3-4 témoins oculaires, donc il y a des volontaires. Non mais c'est triste d'en arriver là pour ce qui devrait juste être la base du vivre ensemble. Ne pas s'insulter et ne pas se permettre des jugements déplacés sur l'apparence des autres. Alors pour tous ceux qui se demandent la différence entre drague et harcèlement sexuel, je vous en conjure, arrêtez immédiatement de draguer. C'est à peu près l'équivalent de se demander la différence entre une caresse et une gifle en fait. L'une est agréable, l'autre blesse. Donc j'ai pu discuter avec pas mal de potes de ces sujets dont ils se sentent pour la plupart très éloignés, car ils n'ont jamais suivi une fille en l'insultant, mais malheureusement le harcèlement c'est pas que ça. La vie d'une femme elle est faite de plein de mini-mensonges pour éloigner les mecs. Donc il y a le plus basique qui est j'ai un mec et qui ne calme pas du tout les ardeurs. Ah bon, c'est sérieux? Et pourquoi il est pas là? Tu sors toute seule? Tu t'en fous un peu de lui, non? Ah mais attends, j'ai pas demandé une thérapie, j'ai juste demandé la solitude. Il y a le basique, il faut absolument que j'aille rejoindre mes amies, elles vont s'inquiéter. Ce qui n'est jamais vrai parce que tes amies souvent elles sont à 3 grammes en train de danser, elles ont déjà oublié que tu existais. Il y a j'ai perdu mon téléphone. Là-dessus, moi, j'ai même développé une technique. En grosse soumise, je finis souvent quand même par donner mon numéro, mais du coup, je le change que d'un chiffre. Parce que pas con, le type, très souvent, il va t'appeler direct. Donc là, il faut pouvoir dire « Ah, t'as marqué 92, c'était 93 ». Plutôt que 0035, ah mais non, c'était 92, 80. Bah, là, il n'y a aucun chiffre en commun, c'est un peu cramé. Les mensonges ponctuent notre vie. J'attends mon père, il va arriver, je parle pas français, je parle pas anglais, je suis en retard. Et le pire de tous, le mensonge qui est le plus honteux et en même temps le plus efficace, je peux pas, c'est pas le bon moment du mois. Souvent susurré à un mec qui nous lèche l'oreille et ne sait pas entendre non. On sait que ni une ni deux, vous allez comprendre qu'on a évoqué le chétan, l'intouchable, le profane et on est tranquille. C'est le micro-mensonge pour ne pas vous blesser et ne pas vous rejeter. Parce qu'on a quand même un peu peur de votre réaction, mais surtout de votre ego. Un de mes amis m'a avancé qu'on était différents biologiquement et que lui adorerait être complimenté dans la rue. Parce que maintenant, un sifflement suivi d'un « c'est un compliment ». Merci, jeune poète. Jamais on avait su saisir toute mon essence avec autant de délicatesse. Alors, je serais curieuse de voir comment ça pourrait être interprété réellement comme des compliments.
Putain, les filles, il y a un bande de mecs en bas, ils m'ont traité de salope en venant. Oh, la chance, moi que de sale pute, c'est décevant de banalité tout ça. Ouais, bah moi, un type s'est frotté à moi pendant au moins 4 stations et je peux te dire qu'il avait des gros arguments, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, ce même ami me disait que les mecs s'en foutaient de ce genre de choses et que lui, si sa collègue lui mettait une main aux fesses, il trouverait ça, plutôt excitant. Alors j'en suis sûre, mais je pense que c'est parce que dans son fantasme / film pornographique, il s'imagine Angelina Jolie dans l'ascenseur avec lui, pas tellement Monique de la Ponta. Bref, soyons sérieux. Les hommes, vous avez un rôle à jouer dans tout ça. Pour les femmes, mais aussi pour vous, pour vos fils, et pas que pour vos filles. Pour que, je vous en prie, on ne se demande pas la différence entre drague et harcèlement, entre faire l'amour et viol, entre proposer un café et faire des avances sexuelles. Eh ben merci Nina pour cette petite touche d'humour qui relève aussi les propres paradoxes de la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme qui veut pénaliser le harcèlement de rue, mais qui rend ça parfois un peu impossible. Est-ce que vous avez une dernière réaction? Après, on clôt le débat. Une chose à dire sur ce qu'elle vient de dire ou... Oui, non, ça vous laisse. Il y a des réactions. Il y a sur quelques réactions. il Il y a déjà des fans en internaute qui me dit tout de suite. Fan de Nina, The Sticks 29. Nina est cool, on en veut plus. Voilà. Et ensuite, tout à l'heure, Xanx, j'espère que je prononce bien ce patronyme. On a la preuve qu'il n'y a pas besoin de mecs pour faire une bonne émission. Ah, voilà. Donc, incroyable ça. Merci Xanx. Comment? Xan, pardon. Xan qui on nous a dit la encore souffleuse là-bas. qu'on en veut plus. Donc voilà, rendez-vous le mois prochain du coup, si ça vous a plu. Voilà. Donc moi quand même, je voudrais bien réagir parce que je vois qu'il y a pas mal de garçons qui sont intervenus et de leur dire, on sait aussi qu'il y a plein de garçons qui ont déconstruit les stéréotypes, qui ont des attitudes qui sont très très pensées. Et moi, je vais donner un exemple personnel. Mon gendre, par exemple, me racontait que lorsqu'il est dans la rue et qu'il y a une jeune femme, enfin une femme devant lui, il change de trottoir pour pas qu'elle ait peur en entendant ses pas. Et moi, j'avais été baba parce que je m'étais dit, mais ce mec est incroyable d'avoir pensé. Donc voilà, les gars, il y a plein de mecs absolument formidables et ne pensez pas à chaque fois qu'on parle des violences, du sexisme, etc., que vous êtes visés et que vous êtes tous coupables. Non, on sait évidemment que vous êtes majoritairement des gens qui réfléchissent et qui font avec nous avancer le monde. Donc merci pour ces gars-là. Bah déjà, ils sont ouverts, ils ont écouté une émission remplie de femmes. Alors franchement, voilà, fallait le faire. Donc merci à tout le monde, merci à toutes d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'émission. Écoutez les filles et puis on se retrouve dans un mois. Si ça vous a botté, si vous avez aimé, et puis avec de nouvelles invités et un nouveau sujet. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir timide du coup. Au revoir. Non mais c'est une femme qui parle, c'est toujours un petit peu difficile de l'écouter. Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Elle n'incarne pas le pouvoir, c'est comme ça. C'est intéressant une majorité d'hommes, ceci dit, pour parler de la ségrégation femmes-hommes. On a des grandes économistes, on a des grandes scientifiques. Pourquoi on ne les voit pas plus sur les plateaux télé? Vous ne me dites pas sur quoi je parle. Je vous remercie.